Donc on est très très heureux de poursuivre cette dernière journée et de conclure ces 5 jours de rencontre avec Tristan Garcia, dont l'œuvre à la fois essentielle, singulière, non conformiste, nous a paru assez évidente de convier pour cette édition consacrée au déplacement des imaginaires. Donc c'est une œuvre impressionnante pour ceux qui connaissent l'œuvre et qui ont lu les livres de Tristan. Une œuvre très impressionnante à la fois par son ampleur, sa qualité, son ambition, puisqu'elle est déjà composée d'une vingtaine d'ouvrages entre littérature et travail théorique. Vous êtes entré, Tristan, en littérature en 2008 avec la meilleure part des hommes qui racontait l'arrivée du sida dans la communauté homosexuelle. Vous êtes également l'auteur de Sept, un recueil de nouvelles, ou plutôt un recueil de plusieurs romans réunis en un, et placé sous le signe du fantastique, pour lequel vous avez reçu le prix du Livre Inter en 2016. Et puis parmi votre œuvre littéraire, je citerai aussi les 2 volumes de votre histoire de la souffrance, Âme en 2019 et Vie contre vie en 2023, qui est donc 2 volumes qui racontent, c'est une vaste épopée, et peut-être qu'on parlera de la notion d'épopée, qui, du cosmos du Big Bang aux étendues de l'Empire mongol, en passant par la Mésopotamie néolithique, l'introduction du bouddhisme au Japon, ou les sorcières médiévales, nous livre une histoire passionnante de l'humanité racontée par celles et ceux qui n'écrivent pas l'histoire, et on en a beaucoup parlé tout au long de ces journées. Je pense à la journée de jeudi sur les pensées décoloniales, c'est-à-dire ceux que Gramsci appelait les subalternes et qui sont composés dans l'histoire aussi bien des esclaves, des femmes, mais aussi dans votre livre des non-humains. Enfin, tous les sans-voix qui ont été exploités, dominés, et on a parlé aussi de l'exploitation du vivant non-humain, et qui s'accompagne dans le 2e tome aussi d'une réflexion sur le progrès, la transmission des savoirs, en relatant les recherches tâtonnantes pour faire disparaître cette histoire de la souffrance. En parallèle, vous construisez une œuvre philosophique impressionnante, philosophie que vous enseignez à l'université, à Lyon 3, qui a débuté par l'esthétique avec une thèse qui portait sur la photographie, et un premier ouvrage fondateur de votre pensée, Forme et objet, en 2011. Œuvre qui s'est déployée aussi vers l'éthique, vers la politique, la philosophie politique, avec des essais comme La vie intense et Nous, tous les 2 publiés en 2016, jusqu'à votre dernier livre, Laisser être et rendre puissant, qui est un texte, je vous avoue, intimidant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai oublié de le prendre avec moi, je pense, puisqu'il ne vise rien que moins que de poser les problèmes d'une métaphysique d'aujourd'hui, c'est-à-dire de reconstruire, là je cite Tristan Garcia, le monde concret, vivant et sensible à partir de briques abstraites, et qui va plus particulièrement faire l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, c'est une œuvre singulière qui navigue entre les genres, les registres, les styles, en refusant toute assignation à un genre, un registre ou un style particulier. On va peut-être en parler. Et justement, c'est d'ailleurs ma première question pour rentrer par ce biais-là dans notre discussion. J'aimerais justement évoquer votre geste d'écriture particulier, puisque c'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui compose une œuvre faite d'essais, de philosophie, et simultanément, conjointement, une œuvre littéraire. Donc, voilà, comment ça marche? Comment vous composez les deux? Est-ce que pour vous, ce sont 2 formes complémentaires, imbriquées, qui se nourrissent l'une de l'autre? Est-ce que la fiction est une manière de faire passer vos idées par le sensible et le poétique, ou pas du tout? Merci beaucoup Emmanuel, et merci pour l'invitation, merci pour ces journées. On en reparlera peut-être au fil de la discussion, assister, comme sans doute beaucoup d'entre vous, à un certain nombre de rencontres, et ça reviendra peut-être au fil des questions et des réponses. Alors disons, pour essayer
de commencer que par tempérament, et c'est vraiment une question de tempérament, hein, pas de jugement, j'ai peu de goût pour l'absolu en général. Et donc j'ai toujours essayé de me trouver un moyen soit de marcher sur deux jambes, ou même plutôt, en tout cas, d'avoir au moins deux pratiques. Et là, c'est des pratiques du langage. Disons d'un côté le roman ou la fiction, je ne sais même pas très bien, roman, fiction, littérature, et de l'autre côté la théorie, les essais, la philosophie. Suffisamment éloignées, sinon contradictoires, mais pour que l'une puisse travailler contre l'autre. Pour jamais avoir l'impression de fonder, et ça sera peut-être un leitmotiv, avec une sorte d'autorité, hein, d'avoir une pratique du langage dans laquelle je me retrouverais à essayer de viser une sorte de vérité plus ou moins systématique que je pourrais fonder, que je ne pourrais pas aller contester par autre chose. Moi, ce que j'aime principalement dans la littérature, c'est qu'elle aille contester la philosophie. Et ce que j'aime bien aussi dans la philosophie, c'est qu'elle aille contester la littérature quand parfois je me mets à croire un peu trop à la littérature ou à la fiction. Donc c'est une sorte de système de balancier, de compensation, dont je pense que je ne suis pas le seul à fonctionner comme ça, et que chacun, avec des pratiques professionnelles, des intérêts, se forge une petite schizophrénie, une schizophrénie productive, en fait, qui permet de s'opposer toujours quelque chose, de s'opposer une pratique de discours, un régime de vérité différent de celui qui aurait dans notre vie tendance à devenir le seul. Quand on est militant, par exemple, on a parfois besoin d'avoir une autre pratique, un autre rapport au discours, au langage, pour s'opposer quelque chose, de manière très intime, hein, dans une sorte de système de balancier personnel. Donc c'est mon cas. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais même pas très bien qu'est-ce que je m'oppose, parce que je me disais, est-ce que c'est du roman, de la littérature? Mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Ça sera un autre leitmotiv peut-être. J'essaye de jamais penser par essence, pas définir de manière substantielle quelque chose. Si on prend la littérature, par exemple, moi, je fais partie d'un ensemble de chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, considèrent qu'on ne sait plus définir la littérature. On ne sait pas ce que c'est. On la pratique très bien, hein, enfin... On va en librairie, on en lit, on aime ça, on n'aime pas ça, mais quand il s'agit de la définir, c'est très compliqué. Littérature, ça vient de littéra, c'est la lettre, normalement, mais depuis longtemps, on a intégré l'idée qu'une grande part de la littérature est orale, a été orale et est orale. Donc si on définit la littérature par la lettre, on va se trouver dans une première opération d'autorité qui va consister à dire la littérature, ça naît avec l'écriture, Gilgamesh, etc. La littérature, il y a une sorte de littérature moderne qui est accompagnée par l'apparition de l'imprimerie. Et on se retrouve à faire, au nom de l'histoire de la littérature écrite. Premier coup de force. Et on enlève tout un champ que plein d'ethnologues, plein d'anthropologues vont venir nous ramener en disant d'abord vous délirez, parce que ça voudrait dire que la littérature a commencé en n'étant pas de la littérature, puisqu'elle a toujours commencé par l'oralité. Donc si elle était orale, c'est qu'elle n'était pas de la littérature, donc elle a commencé par ne pas être ce qu'elle était, ou ce qu'elle est, et ça ne fonctionne pas. Donc la lettre, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de définitions possibles de la littérature, comme il y en a plein du roman, ou de ce que je fais. Et je sais que ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas très bien ce que c'est. De l'autre côté, est-ce que je fais de la philosophie, ou une partie de la philosophie qui serait la métaphysique? Pour moi, la métaphysique, on en reparlera peut-être, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas un sous-champ de la philosophie. Ce n'est pas quelque chose de technique qui serait fait par des techniciens, universitaires de la philosophie. C'est quelque chose qui est partagé. On a beaucoup parlé dans ces journées de cosmologie. On peut parler de cosmologie ou de métaphysique, c'est-à-dire un système d'organisation du monde, une manière de peupler le monde d'un certain nombre d'entités, une manière d'essayer de mettre en ordre ce que nous sommes. Qu'est-ce que c'est que nous? Qu'est-ce que c'est que les autres ou des autres? Quelles sont les entités dans notre monde dont on pense qu'elles agissent? Il y a des entités dont on pense qu'elles n'agissent pas, puis ça varie suivant les peuples, suivant les classes sociales, suivant etc. Tout ça est variable. Si on considère que c'est ça la métaphysique, c'est pas une discipline universitaire du tout. C'est quelque chose de très partagé, comme on peut parler de manière très vague de conception du monde, par exemple. Donc je ne sais pas très bien. Ce que je sais, en tout cas pour répondre à ta question, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se voit du coup. Si c'est pas gênant de se tutoyer, ça va me venir naturellement. En tout cas. Ce que je sais, c'est que de manière personnelle, et je pense que chacun le fait, pragmatiquement, en tout cas dans les effets de ces deux types de discours ou de pratiques, il y a plein de manières de les distinguer. Par exemple, pour moi, littérature, entre guillemets, serait quelque chose qui vient de l'enfance. C'est un goût qui a accompagné, pas seulement ma découverte de la lecture, mais le fait qu'on me lise des histoires, que ma mère me lise des histoires, notamment. Et donc, je sais que la littérature est liée dans, vous voyez, une sorte de cartographie mentale plutôt à l'enfance, alors que la philosophie est liée, pour moi, à l'adolescence. Une manière d'essayer de chercher des formes de rupture avec le monde. La littérature est liée plutôt à une attitude, vous voyez, naturelle, enfantine pour moi, qui consistait plutôt à accepter le monde, ou à le découvrir, ou à le voir venir à moi sous forme de récit ou de fiction, alors que la philosophie est liée à l'émergence d'une sorte de
conscience critique, vous voyez, avec l'adolescence. Je me souviens avoir lu Nietzsche, Pascal, et d'essayer de résister à l'ordre du monde, hein, d'une manière ou d'une autre, de défier quelque chose du réel, de l'ordre du monde, de chercher autre chose. Voilà. Donc ça peut être, plutôt que littérature et philosophie, ça pourrait être enfance et adolescence comme système des âges. Ça peut être, d'un point de vue presque de sociologie de la réception, le fait que pour moi, je me trompe peut-être, mais pour moi la littérature est profondément démocratique. C'est-à-dire que pour moi c'est une pratique du langage qui consiste à raconter des histoires en ne donnant aucune autorité ou légitimité à personne. Ce qui peut être terrible d'ailleurs, ça veut dire que je pense que n'importe qui peut ouvrir un de mes romans et dire « mais c'est affreusement chiant, c'est une catastrophe » ou « j'ai rien compris ». Ça sera, je sais que moi en tout cas, j'accorderai toujours la même légitimité à n'importe quel lecteur. Je ne le ferai pas forcément en philosophie, peut-être que j'ai tort, mais moi en tout cas, je vais m'organiser un espace mental où philosophie va être le nom d'une organisation, pas aristocratique, vous voyez, mais où je suppose que quand même, il faut quand même qu'on s'entende sur les termes ou sur certaines références, qu'on ait lu certaines choses en commun pour discuter. Peut-être que quelqu'un pourrait faire l'inverse, hein, c'est-à-dire dans sa représentation se dire bah, pour moi la philosophie c'est lié à une sorte de débat d'idées spontané, entièrement démocratique, et de l'autre côté mettre quelque chose d'un peu plus exigeant peut-être dans le rapport à la littérature. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'oppose, mais ça peut être ça, parfois un rapport plus enfantin ou un rapport plus adolescent au langage, ou un rapport plus démocratique ou un rapport peut-être plus aristocratique à la langue et à la pensée. J'aimerais que tu nous dises un mot de l'histoire de la souffrance. Il y a une phrase qui m'a frappé dans la rencontre qui a suivi le film, ou je ne sais plus si c'est dans le film, d'ailleurs j'ai oublié. Oui, c'est la fin du film où quelqu'un, dans ce cabinet de cette thérapeute, dit qu'il a été... il y a des milliers d'années, un homme noir, qu'il a souffert, qu'il a beaucoup souffert, qu'il a extrêmement souffert. Qu'est-ce que tu as voulu raconter avec ces deux gros volumes ? Puisque, comme j'ai tout oublié, vous auriez pu voir l'ampleur non seulement de l'œuvre, mais à chaque fois des 3 derniers volumes que Tristan a conjugués, en fait. Il ne faut pas faire peur à chaque fois quand même. Et donc ça c'est ma première question. Et comme on va venir assez vite à cet essai, Laisser être et rendre puissant, Laisser être et rendre puissant intervient entre les 2 tomes de l'histoire de la souffrance. Donc on a bien compris que les 2 disciplines n'étaient pas complémentaires, qu'elles se tenaient un peu à distance. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a un lien d'avoir publié cet essai entre les deux volumes? Oui, d'abord, il y a un lien pour moi avec ce que j'ai vu du film de Black Hole ce matin. C'est le fait d'avoir adopté petit à petit, en tout cas pour ma part, en littérature, dans le roman, une forme plutôt indienne, plutôt liée au samsara, à la transmigration des âmes, pour un problème, vous voyez, tout bête, technique, que je me suis toujours posé, c'est que en littérature, en fiction, ce qui m'intéresse, c'est ce qui déborde de la vie individuelle. Et là aussi, sans aucun jugement, je me suis toujours fait une cartographie mentale en estimant qu'il y avait une part de la littérature qui consistait à essayer d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur d'une vie individuelle, qui est quelque chose qui a été extrêmement valorisé dans la littérature, disons, occidentale et européenne, à partir du 19e siècle, vous voyez, du roman réaliste. C'est-à-dire que la littérature, elle est liée à la biographie. Et quand on fait un roman, on raconte une vie, et en général, on essaie de raconter ce qui se passe entre une naissance et une mort. On peut l'étendre, par exemple, vous voyez, dans la littérature européenne, avec le roman familial. Donc on va faire très souvent un roman sur quelques générations, je ne sais pas, les Buddenbrooks de Thomas Mann, et on va faire sur 3 générations, essayer de voir ce qui passe d'une vie à l'autre, mais il y a une présupposition, c'est que ce qui passe d'une vie à l'autre, en fait, c'est le sang, c'est l'hérédité. Zola, vous voyez, enfin, les Rougon-Macquart et tout ça. Donc quand la littérature européenne, à partir du 19e, a voulu déborder les limites de la vie individuelle, elle s'est appuyée sur la science, sur la génétique ou sur une certaine conception de l'hérédité. Ça m'embête parce que je n'y crois pas ou plus, et je pense que ça limite le roman, c'est-à-dire que ça enferme, vous voyez, le roman qui ne veut pas simplement raconter l'intérieur d'une vie individuelle, mais essayer de déborder l'individu, ça le condamne un peu à la génétique ou à l'hérédité. Ce qui, à mon avis, est la marque profonde du roman naturaliste européen, qui est fondé là-dessus, sur la question de la famille, du sang, de la transmission, de l'atavisme, vous voyez, chez Zola, le goût pour l'alcool, l'assommoir qui se transmet de génération en génération et tout ça. Et en fait, moi, ce qui me passionne, comme dans le film, c'est que
je n'ai pas de croyance dans la transmigration des âmes, mais au fond, comme le disait Emmanuel Grimaud, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est les effets que ça fait. Et je pense que ça a des effets narratifs géniaux. Parce que si vous prenez la transmigration des âmes, c'est d'abord une manière, c'est pas une manière de croire, c'est une manière de raconter. C'est une manière de raconter les choses, et c'est une manière de raconter aussi les individus ou les générations. Et donc, dans le roman que j'écris, on passe d'époque en époque, je sais pas, un chapitre peut se passer en Mongolie en 1227, l'année de la mort de Gengis Khan. Le chapitre suivant va se passer en Bohême en 1386. Le problème, c'est que quand vous racontez une histoire, c'est le principe de la narration, pour le lecteur, il faut que vous puissiez suivre quelque chose. Il faut un minimum d'identité, un personnage. Évidemment, si vous changez de lieu, si vous changez d'époque, et si vous ne suivez pas les aventures du fils ou de la fille, et que vous n'appuyez pas sur l'idée de la lignée de sang pour raconter l'histoire, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste la transmigration des âmes. C'est-à-dire, il vous reste l'idée que vous allez raconter l'histoire d'une jeune femme à un endroit qui parle une certaine langue en Europe, puis vous allez raconter l'histoire d'un homme, Gadjadjara, dans un peuple du nord, désormais disparu, du nord de l'Australie, 3 siècles plus tard, et vous allez essayer de montrer au lecteur que quelque chose dans la narration passe de l'un à l'autre. Ce quelque chose, c'est quoi ? C'est des traits de caractère, une manière d'agir. Et là, c'est un principe littéraire, c'est-à-dire qu'en vous interrogeant sur ce qui fait un personnage, c'est-à-dire ce qui fait qu'un personnage va réagir d'une certaine manière, va agir d'une certaine manière, va avoir un caractère, va interagir avec son environnement d'une certaine manière, si vous dégagez, si vous faites sentir au lecteur que quelque chose passe d'un corps à un autre, alors que ce corps n'a pas le même nom, ne parle pas la même langue, etc., vous reprenez en fait un principe de transmigration, mais vous le prenez comme principe narratif. Et j'y crois fort parce que je pense que c'est précisément utiliser comme narration quelque chose qui n'est pas... C'est le sortir du domaine religieux ou du domaine de la croyance pour montrer que c'est un principe narratif, en fait. C'est un principe d'organisation du temps, c'est un principe d'organisation des identités dans le temps pour raconter le monde. Et voilà, je crois assez profondément au fait que la littérature et le religieux ont des origines communes anthropologiquement, c'est-à-dire que quand une religion apparaît, c'est une manière de raconter le monde, mais qu'elle a aussi besoin d'une manière de raconter le monde. Par exemple, à partir du moment où sont apparus dans des cités-États en Mésopotamie un certain nombre de cultes dans lesquels existait un au-delà, se posait la question du jugement. Il y a certains cultes mésopotamiens où on commençait à juger les âmes. Vous savez, comme ensuite en Égypte antique, où vous avez la balance pour mettre en balance les âmes, pour savoir qui va aller dans telle partie du royaume des morts ou dans telle autre partie. Quand vous devez peser des âmes dans ces cultures, vous vous posez la question de savoir quoi peser. Quoi peser d'une âme quand elle est morte ? La réponse, presque toujours dans la culture humaine, c'est ce qu'on va peser, c'est un certain récit. C'est un récit de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut mettre en ordre par un récit la vie pour pouvoir la peser, pour pouvoir la juger. Et donc il y a un lien entre une religion qui va essayer d'introduire l'idée, par exemple, certaines religions qui vont introduire l'idée de jugement. On juge une vie, quelle est une vie valable, quelle est une bonne vie, une mauvaise vie, quelle vie est digne d'entrer dans l'au-delà, dans les enfers ou pas, et le récit ou la littérature. Et donc il y a cette forme commune. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est d'aller utiliser une forme apparemment religieuse, de croyance religieuse, comme un principe narratif. Et pour répondre à ta question, cette espèce de grande entreprise épique pour raconter des vies, comme ça, au-delà de l'individu, au-delà de l'échelle de l'individu, vous voyez, la raconter d'époque en époque, dans des cultures très différentes, en suivant des identités qui seraient des âmes, comme ça, dont on reconnaîtrait, dans le livre, on les reconnaît par des couleurs, c'est une teinte, c'est-à-dire les personnages n'ont pas le même nom, mais il y a des personnages qui sont plutôt rouges, qui en général vont être plus colériques, plus sanguins, des personnages qui vont être plus jaunes, plus bilieux, on dirait, dans la langue, une langue humorale, vous voyez, des humeurs, des personnages plus verts, mais avec des teintes. Dans le vert, il va y avoir plusieurs teintes et tout, donc on peut lire des sortes de teintes comme ça, comme dans une grande fresque où on suivrait un fil d'une certaine couleur qui, d'époque en époque, on le retrouverait avec des formes différentes, mais il resterait quelque chose, une teinte commune. Ces formes-là, en écrivant ça, c'est alors, de la littérature, de la fiction, de la narration, je ne sais pas exactement, du roman ou de l'épopée. Et en même temps, j'écrivais l'essai Être et rendre puissant, qui est de la métaphysique. J'ai l'impression de m'opposer des choses, mais j'ai l'impression aussi que, pour moi, en tout cas, ce qui compte dans le régime de discours de l'essai Être et rendre puissant, c'est-à-dire de la philosophie ou de la métaphysique, c'est de viser l'abstraction, de ne pas être abstrait, mais de viser l'abstraction. Pour que vous ne pensiez pas que c'est la mauvaise abstraction, l'abstraction qu'on n'aime pas en général. Moi, je suis attaché à une définition de l'abstraction qu'on trouve déjà chez
chez des psychologues, par exemple chez quelqu'un comme Gibson hein, dans les années 60, qui va dire, voilà, l'abstraction en fait, c'est la perception du possible. Donc c'est pas quelque chose qui s'oppose au sens, vous voyez, à la perception, au fait de voir, au fait d'entendre. C'est simplement qu'un certain nombre d'êtres, et pas simplement les êtres humains, hein, c'est pas lié strictement à l'humanité, un certain nombre d'êtres sensibles, outre le fait de percevoir des variations des ondes, des variations du spectre lumineux ou du spectre audible, on perçoit des variations de l'être parce que, par exemple, un certain nombre d'animaux dont nous faisons partie perçoivent de l'absence. Nous percevons quand quelque chose n'est pas là ou n'est plus là. Quelque chose a été là, quelque chose n'est plus là. Nous percevons une variation dans l'être des choses, entre être présent et être absent, entre la présence et l'absence. Ça veut dire que nous avons une sorte de perception de l'être des choses, qui est évidemment liée à la conscience du temps, au fait de percevoir que quelque chose a été, ou que quelque chose pourrait être, ou devrait être, que quelque chose va arriver. C'est lié au fait de regarder, scruter dans le ciel le temps qu'il va faire, par exemple. C'est scruter des variations de possibilités. La possibilité qu'il pleuve, ce qu'on a beaucoup fait ces derniers jours, me semble-t-il, on a beaucoup scruté des possibilités météorologiques. Et bien, quand on fait ça, j'appartiens plutôt à une tradition qui pense que l'abstraction, c'est simplement l'exercice par lequel un corps sensible, en l'occurrence le corps de notre espèce, de l'espèce humaine, perçoit des variations ontologiques, c'est-à-dire des variations de l'être des choses. Et cette perception, elle est ancrée dans un corps, vous voyez, c'est-à-dire l'abstraction, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose au corps, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à la perception. L'abstraction, c'est une forme de perception par lequel on se met à percevoir des variations d'absence, de présence, des choses qui vont constituer petit à petit la conscience du temps, de l'espace, mais aussi le fait d'introduire des modalités déontiques, le devoir-être. On va penser qu'il y a des choses qui doivent être, qui ne sont pas, mais qui devraient être. Et c'est parce qu'on les perçoit. On perçoit le fait qu'il devrait y avoir de l'égalité entre nous, elle n'est pas là. Mais on l'aperçoit en quelque manière, cette égalité qui n'est pas là, et qu'on aimerait faire advenir. Donc, pour moi, l'abstraction, c'est un régime de perception du possible. Donc ce qui m'intéresse, en faisant l'essai-être au rendre puissant, c'est de réfléchir à ça, c'est-à-dire à la pensée, ou une pensée abstraite, mais vous voyez, une pensée abstraite qui n'est pas hors du corps, qui est la manière dont un corps sensible se met à percevoir des variations dans l'être des choses. Et par contre, pour moi, l'histoire de la souffrance, c'est le fait de prendre ce mouvement à revers. Vous voyez, ce n'est pas une opposition, mais c'est un mouvement par lequel l'abstraction, c'est le fait pour un corps de percevoir des possibilités, mais ces possibilités, petit à petit, notre espèce va les incarner sous forme d'idées. Et c'est le moment où se forment des idées qui, évidemment, vont commencer à nous donner l'illusion qu'elles sont opposées au corps, ou qu'elles sont hors de nos corps, ou qu'elles sont dans un ciel des idées, etc. Et pour moi, la littérature ou l'histoire de la souffrance, c'est le fait de réintroduire les idées dans les corps. C'est-à-dire c'est le mouvement inverse. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un mouvement centrifuge des idées, l'abstraction, que j'aime. J'ai une joie profonde. Je pense que c'est une joie partagée qu'on a toujours dans la réflexion abstraite, qu'on fasse des maths d'ailleurs, ou de la métaphysique. C'est pas le fait de sortir de son corps, c'est le fait d'utiliser son corps pour voir autre chose que des variations de la lumière ou des variations matérielles, c'est voir des variations de possibilités, des structures du possible, etc. Mais en faisant ça, il y a un mouvement centrifuge à partir de la conscience du corps. Par exemple, quoi qu'on fasse, on sait bien, en faisant des maths ou en faisant de la philo, vous savez, il y a ces moments qui ont été étudiés, mais presque d'oubli du corps. On est complètement plongé dans la concentration vers un exercice d'abstraction. On ne sort pas de son corps, ce n'est pas une sortie du corps, mais ça correspond à un certain état du corps qui va s'affaisser un peu, s'oublier, on l'oublie un peu. L'exercice littéraire, pour moi, c'est le mouvement centripète. C'est-à-dire, c'est ramener à toute force les idées vers des corps. Et des personnages, c'est des idées qui sont dans des corps. C'est des idées multiples, contradictoires, foisonnantes, mais qui vivent une vie matérielle. Et être dans un corps, ça veut dire être dans le temps, ça veut dire vieillir. Ce qui est un motif fondamental de la littérature ou du roman. C'est-à-dire, vous prenez un personnage idéaliste à 17 ans, et voilà, un mouvement romanesque classique, c'est vous le faites vieillir. Ça veut dire que l'idée, elle est dans un corps, elle est dans une vie incarnée. Et un certain idéal, une certaine conception de la vie qu'on avait à 17 ans, qu'est-ce qu'elle devient 10 ans plus tard? À l'épreuve, vous voyez, à l'usure, à l'épreuve du réel, à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la matière, à l'épreuve du corps. Et donc pour moi, en fait, ces deux textes, c'est deux mouvements, centrifuge et centripète, entre un mouvement de maximalisation de l'abstraction, d'aller vers l'extrême abstraction, et un mouvement, au contraire, de réincorporation, de revenir vers des corps situés. Et voilà, et dans le roman, dans l'histoire de la souffrance, ça s'appelle l'histoire de la souffrance, ça souffre beaucoup, mais ça jouit aussi beaucoup. Ce sont que des corps qui sont à chaque fois situés. Alors ils peuvent être en Mésopotamie, en moins 3000, ils peuvent être en Bohème, ici ou là. C'est toujours des corps qui sont situés dans des langages, dans des systèmes de croyances, dans des sociétés, avec des corps qui sont disciplinés,
c'est des corps qui appartiennent à une classe sociale en particulier, c'est des corps qui sont exploités pour leur travail, c'est des corps d'esclaves, c'est des corps de femmes, de prostituées, c'est des corps d'enfants, c'est des corps qui travaillent. Et j'ai besoin de ce mouvement-là pour revenir vers les corps. Avant de rentrer directement dans laisser être et rendre puissant, et en plus tu as donné les bases, vraiment les bases à la fois en définissant ce qu'était pour toi la métaphysique, l'abstraction, voilà, en montrant en plus que c'était pas forcément quelque chose d'assigné à l'université, à l'institution universitaire, que c'était quelque chose qui pouvait être partagé. Malgré tout, la métaphysique, elle est aussi le symbole, elle fait aussi l'objet de critiques. On en a aussi parlé, notamment lors de la première journée. Voilà, elle a pu représenter une forme d'eurocentrisme, d'autoritarisme, de sexisme, d'une pensée plutôt à l'aise pour établir des hiérarchies, avoir cette propension d'établir des hiérarchies. Là, tu parlais justement de la question des corps et de la question d'être situé. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que dans ton livre, d'emblée, j'allais le prendre, d'emblée... c'est voir une absence. Il est important, c'est page 63, je m'en souviens. Il est important de situer ta pensée, de te situer en tant qu'homme blanc, etc. etc. Est-ce que c'est une forme de tenir compte, de répondre justement aux critiques qui ont pu être faites pour la philosophie, la pensée, mais la métaphysique? Oui, j'ai appartenu à une génération, j'espère qu'elle est la dernière, à qui on a raconté l'histoire selon laquelle la philosophie, c'est une phrase d'Heidegger, hein, elle parle grec et allemand. Ça fait pas beaucoup quand même comme langue pour être universelle. Et il y a beaucoup de débats. Vous voyez, par exemple, il y a quand même peut-être la seule chose bien qui ait jamais été faite dans sa vie par Jean-Michel Blanquer, c'est dans la réforme en fait des programmes de philo en terminale. Une ouverture qui fait que dans le programme de philosophie désormais, il n'y avait aucune femme. Il y en a 5 maintenant. Il doit y avoir Jeanne Hersch, Simone Weil, Hannah Arendt, Elisabeth Anscombe et Simone de Beauvoir. Il y a eu une petite ouverture vers la philosophie chinoise. Il y a Mencius, il y a le Tao. Il doit y avoir Nagarjuna pour l'Inde. Il y a Averroès et Avicenne. J'espère ne pas oublier. Je me demande s'il n'y a pas le livre des égarés dans le programme. Bon, c'est un petit effort. C'est un effort formel. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, personne ne le sait que le programme a changé. Parce que comme les enseignants, les professeurs de philosophie ne sont pas formés en fait, à ces auteurs, ils ne peuvent pas les enseigner en terminale parce qu'ils ne les connaissent pas. Ce qui produit parfois une sorte de cercle d'ignorance typique. Comme ils ne les connaissent pas, ils vont être dévalorisés. Une phrase de Hegel, une phrase de Hegel où les Chinois ne connaissent pas le concept. Donc, ils ne connaissent pas le concept, ça veut dire qu'il y a des disciplines et des sortes de savoirs. Et c'est drôle parce que, par exemple, de la part de Hegel, c'est sa propre ignorance, évidemment, hein, qui renvoie l'autre, ici la pensée chinoise, à une ignorance. La pensée chinoise ignore ce que lui sait, mais c'est parce qu'en fait, simplement, lui ignore cette pensée. Après, c'est pas entièrement sa faute, il n'a pas les sources. À ce moment-là, par exemple, les sources indiennes en Europe elles vont arriver tardivement, c'est Schopenhauer qui va les avoir. Donc, j'appartiens à une génération qui a très fortement peut-être pris conscience de ça. Je me souviens que dans un des premiers cours que j'ai donné à l'université à Amiens, ou la première année de cours, j'avais une étudiante, musulmane, voilée, qui était venue me voir pour me remercier à la fin d'un cours. Je crois que c'était un cours sur Hobbes. Et Hobbes, qui a écrit le Léviathan, dans le programme de philosophie en France, depuis longtemps, depuis le 19e siècle, on fait que le premier tiers du Léviathan. En fait. On oublie que quasiment les 2 derniers tiers du Léviathan, c'est un commentaire biblique. En fait, hein. C'est de la théologie, ce qui est normal. Ça veut dire que le livre est orienté vers ça. Et on a un habitus qui fait qu'effectivement, ça s'explique assez simplement historiquement. Les programmes dans la philosophie française ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Victor Cousin. Ça vient vraiment de Victor Cousin au XIXe siècle. C'est une certaine conception de l'histoire de la philosophie, mais qui est en fait assez récente. Et cette étudiante était venue me voir en me disant merci beaucoup, mais elle avait juste une question. Elle m'a dit est-ce que vous avez conscience que toute l'année vous nous avez fait un cours de philosophie chrétienne?
Et j'avais dû parler de Pascal aussi, etc. Et moi, évidemment, naïvement, j'étais là, bah, on fait de la philosophie. Et son point de vue, ça va simplement le déplacement à rappeler. Vous voyez, c'est pas du tout un point de vue ni critique, ni qui cancellait quoi que ce soit. C'est un simple rappel du dehors de. Il est très important de savoir mettre des adjectifs. C'est-à-dire les coups de force, en tout cas les fausses universalisations et les coups de force de l'universel se produisent toujours en général quand l'adjectif finit par sauter. Puisqu'évidemment, c'est ça qui va produire une illusion d'universalité neutre, tout ça, l'histoire de la philosophie. Si vous rajoutez l'histoire de la philosophie européenne, ou chrétienne, ou en langue allemande, etc., évidemment, vous la qualifiez. Vous allez avoir l'épithète qui va vous permettre de resituer, d'avoir un savoir un peu plus situé. Donc oui, pour moi, ça a été important de prendre conscience de ça, mais il n'y a pas de catégorie morale de ressentiment ou de quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est-à-dire on apprend que cette histoire se fait comme ça. L'histoire de la philosophie européenne s'est faite comme ça. Elle a été à certains moments, il y a des moments d'ouverture où elle s'est ouverte par le bassin méditerranéen, où elle s'est ouverte, vous voyez, au moment de l'émergence du bouddhisme, par la pensée grecque. La pensée grecque a été en contact avec le bouddhisme. Donc il y a des points de contact, il y a des moments de contact, il y a des moments où ça se referme. Le 19e siècle est longtemps un moment où ça se referme. Ça se rouvre un petit peu de manière naïve avec l'orientalisme, avec un goût pour les pensées indiennes, la découverte des textes védiques au 19e. Donc il y a des moments très contractés où l'histoire européenne croit qu'elle est la seule, qu'elle est l'unique et qu'elle est universelle. D'autres, elle devient exotique, elle a conscience qu'il y a un autre. Et d'autres où elle essaye de devenir pluraliste à sa façon. Une fois qu'on a pris conscience de cette histoire, alors plusieurs choses. D'abord, moi, ça m'a permis, dans le champ de la métaphysique, de découvrir que, parce que la métaphysique n'est pas une discipline universitaire, mais la production de conception du monde qui consiste à peupler un monde d'entités, à organiser ces entités, il y a malgré tout plein de textes, y compris dans la tradition occidentale, par exemple, qui sont des textes écrits par des femmes. Je sais pas, je pense à la redécouverte tardive, mais de quelqu'un qui est en fait très important au moment où Descartes écrit, qui est Margaret Cavendish. Un très beau livre qui vient d'être réédité et retraduit, qui s'appelle The Blazing World, qui est la description d'une sorte de monde merveilleux, de nature. Un des principes du monde qui est décrit sous une forme à la fois littéraire et métaphysique par Cavendish, par Margaret Cavendish, c'est que c'est un monde où rien n'est beau et où rien n'est laid. C'est une sorte d'hypothèse de pensée, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde où aucune chose n'est comparable à une autre. Chaque chose est sa propre norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver qu'il y a une table mal faite ou laide parce qu'il n'y a pas de table idéale. Il n'y a pas d'idéal type, il n'y a pas de référent. Donc elle essaye de penser à un monde d'ultra-singularité où chaque chose ne peut être comparée qu'à elle-même. Donc il faudrait se demander si une chose est bien elle-même pour dire qu'elle est belle. Il faudrait arriver à dire que simplement ce verre, mais pas par rapport aux autres verres, juste ce verre-là, est-ce qu'il est bien lui-même ? Ça pose plein de questions sur ce que c'est que l'essence des choses, sur comment on le construit. C'est un très beau texte. Cavendish, c'est quelqu'un qui est connu au moment de Descartes. Et vous voyez, par exemple, incontestablement, les cartésiens discutent Cavendish, mais on l'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé, ni même qu'elle n'a pas été discutée. Au XVIIIe siècle, elle disparaît. Elle n'est pas dans l'encyclopédie, par exemple, Margaret Cavendish. Et au XIXe siècle, elle n'est même plus éditée. Donc il y a des moments de grands oublis. Et on sait, ça c'est quelque chose qui est clair, que le XIXe siècle, en Europe, pour la production philosophique et artistique des femmes, a été un enfer. C'est peut-être le pire. Au XVIIIe, c'est même un peu mieux, mais vous voyez, pour les éditions de partitions de musiciennes, de compositrices femmes, pour l'édition des écrivaines, pour voilà, l'entretien, l'histoire qui a été faite, par exemple, de la poésie, etc. C'est le moment où les femmes vont vraiment disparaître, en particulier au XIXe siècle. Ça remontera à la fin du XXe siècle. Donc, une fois qu'on fait cette histoire critique, moi je trouve ça très bien, il y a tout un champ universitaire qu'on appelle les études du canon, les canon studies, qui sont passionnantes. L'un qui s'appelle Suzanne Citron, par exemple. Les canon studies, c'est des études historiques, moi qui m'ont toujours beaucoup intéressé, où on essaie de comprendre comment se constitue un canon. Vous voyez, par exemple, là, ce que je vous disais, comment on constitue le canon de l'histoire de la philosophie. Et il faut être très matérialiste, c'est-à-dire il faut dire qui le fait, qui est éditeur, qui fait les programmes scolaires. Et donc, dans les études canoniques, on s'intéresse au canon scolaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne à l'école, au canon universitaire, mais aussi, c'est très important, à l'édition. Ça, c'est fondamental. Qui édite les textes ? Quels textes sont édités ? Parce qu'évidemment, si un texte n'est plus édité pendant 2 générations, il tombe dans l'oubli. Mais aussi, qui sélectionne et classe les textes dans les bibliothèques ? Donc, qui tient les bibliothèques ? Et ça, c'est très bien. C'est les études canoniques, c'est génial pour comprendre et pour refaire un travail qui est un travail de réparation, d'anamnèse. Ça a été oublié,
Mais en fait, on peut comprendre comment et pourquoi ça a été oublié. À quel moment, par quelles institutions, etc. Donc une fois qu'on fait ce travail qui est nécessaire, l'autre point, c'est qu'à mon avis, là ça me séparerait peut-être de certaines discussions, dans certaines discussions qu'on a pu avoir ces jours-ci. Vous voyez par exemple dans les études canoniques, il y a des discussions entre des positions qui sont dites, vous allez voir ça résonne avec des débats très contemporains, par exemple sur ce qu'on appelle de manière ridicule la cancel culture. Il y a celles, c'est principalement des autrices dans les études du canon, il y a celles qui vont être soustractivistes. En gros, quand vous êtes soustractiviste, vous dites, vous voyez, on fait toute cette histoire d'oubli et d'anamnèse, c'est-à-dire comment une culture ou notre culture a conservé certains textes et pas d'autres, comment les productions des femmes ont été minorées ou ont été oubliées, ont été mises de côté, par exemple dans l'histoire de la philosophie. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la critique des textes existants et vous enlevez des textes. Donc être soustractiviste, c'est enlever des textes en disant c'est plus possible. Je vous donne juste un exemple. Je me souviens j'avais pas lu depuis longtemps le texte de Freud sur le mot d'esprit. J'ai essayé de le faire en classe et c'était une catastrophe. Je me suis aperçu que dans les blagues qui sont citées par Freud, effectivement, la moitié des blagues sont racistes ou sexistes. Que la conception, j'avais oublié que sa conception de l'humour, c'est que en fait, une femme ne peut pas avoir d'humour. La femme est simplement le témoin d'une sorte de jeu de rivalité entre deux hommes qui se font des blagues, etc. Il y a des choses à sauver dans le texte de Freud, mais enfin, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire que 90% du texte, beaucoup Freud, mais ce texte-là, c'est vraiment compliqué. Vous êtes soustractiviste, vous dites, il est temps de le mettre de côté. On le réserve aux universitaires qui travaillent dessus, mais on le sort du canon. Vous voyez, c'est pas la peine, ça marche pas. Mais même pas par cancel culture, c'est-à-dire vous le faites en classe, et puis vous voyez que ça marche pas, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Tout le monde lève les yeux au ciel, on lit, on est là, mais vraiment, enfin... Donc, il s'agit de soustraire. Il y a une deuxième, dans les études du canon, il y a une deuxième conception qui est une conception remplactionniste. Donc vous dites, il ne s'agit pas simplement de soustraire, mais celles et ceux qui ont été oubliés, qui ont été minorés, les études décoloniales ou les études féministes ou les études queer vont nous permettre de remplacer par d'autres textes, d'autres traditions. On enlève les textes problématiques, on les remplace par des textes qui ont été oubliés injustement. Il y a une troisième position, qui, moi, est celle qui me plaît, qui est une position qui consiste à dire on ajoute sans fin, c'est-à-dire on ne soustrait pas, on ne remplace pas, on ajoute tout ce qui a été oublié, et on ajoute jusqu'à un point d'implosion. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas le texte de Freud problématique, on le laisse dans le canon. Mais on ajoute dans le canon, vous voyez, Margaret Cavendish, on l'ajoute. Tout ce qui a été oublié, on essaye de le remettre. Et on va jusqu'à un point d'implosion où collectivement on se demande est-ce que c'est encore tenable d'avoir un canon ? Est-ce que ça a un intérêt d'avoir un canon ? Est-ce qu'on peut faire de l'histoire, des idées, de l'histoire, de l'esthétique, autrement qu'avec un canon ? Comment on peut la penser autrement ? Est-ce qu'on peut penser des lignées, des arborescences ? Est-ce qu'on peut penser se représenter d'une autre manière l'histoire qu'avec la nécessité de dire à un moment il faut quand même apprendre à nos enfants les grands textes, etc. Alors d'accord, mais même s'il faut remplacer Racine et Corneille, on les remplace, d'accord, si vous voulez, mais il faut quand même qu'il y ait 2-3 auteurs de référence. On pense autrement l'idée de référence dans l'histoire esthétique, dans l'histoire des sciences. Et donc, moi, ça me plaît, on va continuer à en parler, parce que profondément, c'est ça que je trouve être le geste non autoritaire. C'est un geste qui n'enlève rien, qui ajoute des possibilités, et qui ajoute des possibilités toujours jusqu'à un point d'implosion, où à un moment, par une critique à la fois interne et externe d'une institution, ici le canon, l'idée qu'il y a un canon de ce qu'on apprend quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte, parce que c'est qu'un grand auteur, un modèle, vous voyez, même dans l'histoire de l'art, les modèles à suivre, et qui produit un effet de déformation de notre canon jusqu'au moment où on est obligé de se demander s'il ne faut pas une autre institution, s'il ne faut pas faire autrement. Et ça, pour moi, c'est le geste non autoritaire, parce que ça suppose, de ne pas avoir peur de ceux à qui on s'adresse, en disant « oui, mais si on continue d'exposer les gens au texte de Freud qui est affreusement sexiste, ça pose problème ». Donc de faire confiance, de rajouter des choses, au contraire, de donner de plus en plus de choses, et de pas, par un geste autoritaire, essayer de produire une autre institution du savoir, mais de nous forcer à aller jusqu'au point où il faudra penser autrement une formation du savoir. Et le dernier point à partir de ça, par rapport à ce que tu disais, c'est que pour moi, ça produit, je ne sais pas, les discussions par exemple sur la cancel culture ou sur le fait que la métaphysique, ce qu'on a appelé métaphysique entre guillemets, était une production européenne, blanche, qui vient de la Grèce. Ça dépend ce qu'on appelle métaphysique. Si on appelle métaphysique aussi Cavendish, si on appelle métaphysique aussi le légalisme chinois du XIIe siècle, si on appelle métaphysique, je ne sais pas de la pensée védique, si on appelle métaphysique, si on va voir chez Bibéros de Castro des métaphysiques cannibales et qu'on va voir si on va trouver une métaphysique Givaro,
bah, à ce moment-là, non. Enfin, il n'y a pas de problème avec le terme. Et surtout, j'y tiens pour finir, c'est que pour désamorcer un geste autoritaire, il faut, à mon avis, faire attention, y compris quand on a l'impression d'être dans le camp de la critique et de l'émancipation, de jamais transformer un champ en camp. Un champ, c'est un territoire historique de savoir, de pratique, d'usage, de discours, qui est toujours structuré par des contradictions. C'est-à-dire que dans un champ, vous reconnaissez un champ quand vous commencez à cartographier, vous mettez à vous intéresser à la métaphysique, et vous voyez que dans la métaphysique, vous avez des alliés, vous avez des adversaires, vous avez des ennemis. Et petit à petit, vous vous constituez, vous dites, ah vraiment, la métaphysique de Hegel, je sens que c'est vraiment le contraire de ce que je pense. Je suis en train de me construire dans ce champ une sorte d'ennemi. Il y a des adversaires, c'est-à-dire je m'y oppose sur certains points où je peux lutter contre, mais ce n'est pas un ennemi complet. Il y a des alliés, etc. Vous structurez un champ. Le problème, c'est quand le champ, vous le transformez en camp. Vous transformez en camp quand, d'un seul coup, ça parle d'une seule voix. Donc, vous voyez, ces opérations, ça consiste, moi, ça me gêne toujours, à dire que, par exemple, je ne sais pas, l'Occident blanc chrétien aurait parlé d'une seule voix. Mais l'Occident blanc chrétien, il a eu plein de métaphysiques. Enfin, je veux dire, si on revient, on en discutait. Ne serait-ce qu'au XVIIe siècle, tout le monde n'est pas cartésien. Ça ne veut rien dire. Descartes, il est lu, le discours de la méthode, il circule, il est probablement lu par 3-4 000 personnes en Europe, dans la République des lettres. Mais même les cartésiens, ils se déchirent, ils se détestent. Être leibnizien, c'est pas la même chose qu'être spinoziste, même dans ce tout petit champ. Puis après, vous étendez, vous allez voir même les puissants en Europe, même les princes dans les principautés germaniques de l'époque, mais ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même cosmologie, ils n'ont pas le même rapport au monde. Si vous lisez des textes, je sais pas, je me souviens de très beaux textes de Lucien Goldman sur Racine, par exemple, où vous voyez la vision du monde janséniste, la vision du monde jésuite, à l'intérieur même de la cour, du roi, des jeux d'opposition, qui sont des manières d'ordonner le monde qui sont différentes. Je veux dire, ça devrait être, pour moi, une des principales leçons marxistes, c'est que, par exemple, même la classe dominante, elle est toujours traversée de contradictions. C'était le génie de Marx. Vous voyez, Marx, quand il écrit le manifeste du Parti communiste, parce qu'il a un discours militant, il va dire la bourgeoisie, les intérêts de la bourgeoisie. Mais quand il écrit les luttes de classe en France, il distingue sans cesse la bourgeoisie financière, la bourgeoisie industrielle. Il dit, en France, à Paris, en 1848, elle n'a pas les mêmes intérêts, elle n'a pas la même idéologie, elle n'a pas la même représentation du monde. Et le Marx sociologue, il arrive sans cesse, vous voyez, à faire l'aller-retour. À mon avis, c'est une grande puissance opérante du marxisme entre le camp et le champ. C'est-à-dire, à un moment, le discours militant devait désigner la bourgeoisie pour s'y opposer, pour que le mouvement communiste européen puis internationaliste s'y oppose, pour arriver à identifier ce que c'était que la bourgeoisie. Mais après, sans cesse, comme sociologue, il arrivait à revenir vers un champ qui était traversé par des contradictions, des intérêts divergents. Et donc, je trouve qu'il faut toujours faire attention dans la pensée critique au moment où on sent que par pression militante, qui est normale, la pensée militante, elle se définit par le fait qu'à un moment, il faut faire des camps. Il faut désigner le patriarcat, il faut désigner la planchité, c'est normal, ça fait partie du discours militant, parce que c'est un discours de la guerre, c'est normal. Quand on a un discours de la guerre, on a des ennemis, donc il y a des camps. Mais il ne faut pas que la production de camps interdise de retourner vers des champs. Et donc il faut être capable à tout moment de revenir vers des champs, et donc de penser... Moi, je ne pense pas, par exemple, que... Je ne sais même pas ce que ça veut dire l'Europe au XVIe ou au XVIIe siècle. Ça commence où? Ça s'arrête où? Un paysan qui élève des moutons dans les Orcades au nord de l'Écosse, il fait partie de l'Europe avec des croyances encore celtiques. Il n'a pas été complètement, les missionnaires ne sont pas allés jusqu'au bout. Il n'est pas complètement christianisé. Parfois, il y a plein de croyances païennes. Un marin qui fait l'aller-retour entre Naples au XVIIe, qui traverse la Méditerranée sans cesse, il est européen, il n'est pas européen. Des juifs à l'époque qui circulent, ils sont européens, ils ne sont pas européens, ils ont une pensée européenne. Alors ils sont naturalistes ou pas. Donc quand on descend, évidemment, on se retrouve avec des champs. C'est ce à quoi ont affaire les historiens, les anthropologues, c'est normal. Mais en philosophie, il faut aussi accepter ce champ quand on fait de l'histoire des idées. Donc, je ne pense pas, d'ailleurs, que l'Occident ait jamais pensé quoi que ce soit, que les Blancs aient jamais pensé quoi que ce soit. C'est quelque chose, il faut désigner l'Occident ou les Blancs comme un camp à un moment, dans un moment militant de pensée, mais il faut être capable de le rétablir comme un champ. L'Occident, c'est un champ qui est traversé de 1000 contradictions, et de 1000 cosmologies, et de 1000 métaphysiques. Enfin, ils sont pas... Voilà, il y a des métaphysiques païennes, il y a... je sais pas, dans la Bohème du XIIIe siècle, à l'intérieur même d'un même village, autour de la croyance des sorcières, il y a des déchirements, parce que les gens n'ont pas la même métaphysique, mais ils n'ont pas la même foi aussi, tout simplement. Donc ils n'ont pas le même Dieu, ils n'ont pas les mêmes agents, ils n'ont pas la même nature.
On va en parler. On va en parler Là, tu viens de me manger plein de questions, mais c'est très bien. Mais notamment sur le fait qu'il n'y a pas une métaphysique, mais des métaphysiques. On va en reparler. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de... Donc on évoque laisser être et rendre puissant, et de ce constat que tu dresses au départ. Donc laisser être et rendre puissant, c'est, comme tu l'as montré, et comme on t'entend, c'est vraiment de chercher une voie vers une pensée qui échappe au geste d'autorité et à ce régime de vérité dont tu as parlé. Il part d'un constat qui est teinté d'une certaine mélancolie, c'est-à-dire que malgré le fait que nous appartenons à une seule espèce vivante, que nous sommes, que nos corps sont faits du même tissu, qu'il y a des conflits, qu'il y a des désaccords. Tu as employé le mot de guerre. Au sujet de l'ordre du monde, que ces désaccords sont nombreux, s'étendent bien au-delà des luttes politiques, des conflits entre morales. Donc, sur quoi porte ce désaccord, cet état de guerre dont tu parles? Oui, l'histoire de la domination est telle que je pense profondément que la domination, c'est le mal. Mais c'est le mal parce que c'est ce qui introduit historiquement, c'est pas un mal transcendant, c'est ce qui, dans l'histoire des êtres humains, et pas seulement des êtres humains, l'histoire partagée par des êtres humains et non humains, l'histoire de l'exploitation des corps d'animaux non humains, domestiqués, exploités, corvéables à merci. La domination, c'est ce qui introduit à un moment et de façon irrémédiable des asymétries. Et quand on introduit une asymétrie radicale entre des corps ou entre des vies, il y a un effet, vous savez, il y a un effet en théorie de l'électricité au XIXe siècle qu'on appelle l'hystérèse, qui ensuite a été utilisé par les économistes, par exemple. L'hystérèse, c'est l'idée qu'il y a il peut se produire des phénomènes résiduels, c'est Charles Proteus-Steinmetz qui a théorisé l'hystérèse, il peut se produire des effets résiduels alors que la cause n'est plus là. Donc, l'hystérèse, ça n'a rien à voir avec l'hystérie, c'est pas du tout le même. L'hystérèse, c'est le fait que les effets survivent à la cause. Et pour moi, historiquement, très concrètement, c'est ça le mal, c'est que non seulement les causes restent où sont ancrées les causes de domination coloniale, patriarcale, mais de domination aussi de l'espèce humaine sur des espèces domestiquées ou des espèces utilisées ou des espèces exploitées. Non seulement les causes peuvent se transformer, s'altérer, continuer à agir et avoir des effets, mais même quand les causes commencent à s'évanouir, les effets restent, ils sont inscrits. Ils sont inscrits parce qu'on l'a vu, parce que l'histoire est une communauté des morts et des vivants, et parce que les morts restent, qu'il faut faire justice aux morts. Et c'est comme si tout était déséquilibré. L'histoire de la domination, c'est le fait que tout se déséquilibre. Tout se déséquilibre, et donc on ne peut plus... Ça produit le mal profondément, en ce sens qu'on ne peut plus être juste. On ne peut plus être juste parce que si on essaye d'être juste à un moment donné, on est injuste parce qu'on est juste simplement dans une situation qui est une situation inégale, qui est une situation asymétrique. Si vous donnez justement, c'est une différence entre l'égalité et l'équité, classiquement, si vous donnez sa part à deux êtres dans une situation qui est une situation inéquitable, vous reproduisez de l'inéquité. Parce que vous partez d'une situation qui est déséquilibrée, et donc en donnant la même chose à des êtres qui n'héritent pas de la même histoire, de la même identité, n'ont pas la même chose, vous reproduisez de l'inéquité. Ou alors vous essayez de contrebalancer l'inéquité par une contre-inéquité, mais vous êtes aussi inéquitable en un autre sens. Et donc tout se déséquilibre dans l'histoire à partir du moment où il y a des systèmes impériaux, des systèmes de domination, à partir du moment où il y a de la civilisation, où la civilisation produit des systèmes de domination, d'exploitation, de captation de la force de travail, c'est toute l'histoire des esclavages, etc. Donc dans cette situation, à mon sens, l'idéalisme qui règne sur une partie de l'histoire de la philosophie consiste à penser qu'il faudrait commencer à penser en s'étonnant du fait que le monde tient ensemble. C'est une belle phrase, quand Merleau-Ponty fait sa leçon inaugurale au Collège de France, il dit voilà, il reprend l'idée platonicienne, l'idée de Socrate, l'idée d'étonnement, il dit voilà, la philosophie commence avec l'étonnement, et l'étonnement fondamental du philosophe, c'est que tout tient ensemble, le monde tient ensemble. Il me semble que la leçon de l'histoire et de l'histoire de la domination, c'est que le premier étonnement philosophique, c'est le contraire.
c'est s'étonner et voir que ça ne tient pas. Le monde ne tient pas. Ça ne tient pas ensemble. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a perdu. Moi, je ne suis pas un nostalgique de l'universel. Je crois pas qu'à un moment, nous avions quelque chose comme des valeurs communes ou des valeurs universelles dans l'histoire. Il n'y a jamais eu. C'est simplement que ceux qui... la majorité de la population ou des populations ne pouvaient pas exprimer leur désaccord ou leur dissensus, n'avaient pas accès à des moyens de protestation et ne pouvaient pas clamer, ne pouvaient pas faire clameur de leur voix. Mais voilà... l'universel de l'agora, de la cité grecque, on sait très bien sur quel type d'exclusion des non-citoyens il reposait, ou l'universel des Lumières, on sait très bien, c'est quelque chose qui est mis à jour par l'historiographie, à quel point la fortune d'un certain nombre des philosophes, ou de même ceux qui ont participé à l'encyclopédie, reposait aussi sur le commerce d'esclaves, etc. Donc ça n'a jamais eu lieu, en fait, l'accord n'a jamais eu lieu dans l'histoire. L'histoire, elle est déséquilibrée. Notre histoire, l'histoire humaine, est une histoire de la domination. C'est une histoire déséquilibrée. Donc c'est une histoire où il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu de commun. C'est pas vrai. Il y a eu l'illusion du commun ou de l'universel. Que cette illusion se dissipe, tant mieux. Et je pense qu'il faut partir de ça. Mais c'est pas parce qu'elle n'a jamais eu lieu qu'il faut pas essayer de la penser. Et donc moi, ce qui m'intéresse au-delà de la métaphysique, alors j'essaie d'introduire une distinction qui peut paraître technique, elle ne paraîtra pas. C'est une distinction quasi nominale entre ontologie et métaphysique. L'ontologie ou la science de l'être. L'ontologie, pour moi, c'est la recherche d'un commun distinct. C'est-à-dire, c'est la recherche par la pensée d'un minimum d'être qui serait commun à toutes les représentations possibles que nous pouvons nous faire, aussi bien soyons-nous amis qu'ennemis, de toute culture, de toute classe, etc. C'est la recherche, non pas d'un universel qui serait un universel par le haut, mais c'est la recherche d'un minimum d'être, d'un minimum de possible, en fait, qui serait ce avec quoi on produirait des métaphysiques. Mon but, le but du dispositif du livre, c'est de montrer que pour ne pas être autoritaire, il faut toujours arriver à articuler une ontologie et des métaphysiques. Donc en ontologie, je suis, disons, dogmatique, c'est-à-dire je pense qu'une ontologie, il y en a une seule, c'est la plus faible. C'est-à-dire que quand vous avez une théorie de l'être des choses qui est si faible qu'elle peut s'accorder avec n'importe quelle conception du monde possible. Vous essayez d'avoir une conception du possible si faiblement déterminée qu'il vous permet de penser n'importe quelle conception du monde, aussi folle qu'elle puisse vous paraître. Donc pour ça, vous essayez d'accorder a priori, vous essayez de faire un geste qui est le geste inverse qu'ont longtemps fait les philosophes qui faisaient de l'ontologie, de la science de l'être. Longtemps, le geste des philosophes a été un geste de discrimination qui consistait à essayer de caractériser ce qui existait et ce qui n'existait pas. Vous voyez, à avoir un critère de discrimination qu'on essaye. Ce critère de discrimination, c'est l'être naturel ou l'être réel. On va essayer d'avoir un critère pour dire, voilà, ça existe, ça n'existe pas. Ou ça n'existe pas vraiment. C'est des illusions, des fantômes, comme voilà. Et donc, le geste inverse, c'est de dire, essayons a priori, pour avoir l'ontologie la plus large et la plus faible possible, qui s'accorde avec n'importe quelle conception du monde, d'accorder un être égal et minimal à n'importe quoi qui se présente. Peu importe que ce soit peu importe qu'on ait affaire à une abstraction, à une idée, peu importe qu'on ait affaire à un être collectif ou un être individuel, etc. A priori, accordons-lui que c'est possible. Voilà, c'est possible, c'est quelque chose. Et donnons-lui un être minimal. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer qu'on doit pouvoir descendre par la pensée jusqu'à un point limite où on arrive à concevoir, avant n'importe quoi, avant que ça explose, avant une sorte de principe d'explosion, qu'on peut par la pensée aller jusqu'à ce point où on accorde, par une sorte de principe généreux, vous voyez, un minimum d'être à n'importe quoi. Et quand on a cette ontologie, on a une certaine conception du possible, et c'est sur fond de ce type de cette ontologie qu'on peut avoir des métaphysiques. Et une métaphysique, on en a vu beaucoup, on a appelé ça cosmologie parfois ces derniers jours, c'est une manière, si vous voulez, de remonter, c'est-à-dire d'essayer de retisser des liens entre les choses, et de penser qu'il y a des choses qui sont différemment que les autres. Peut-être il y a des choses, non pas qu'elles n'existent pas, mais elles existent sous un autre mode ou d'une autre manière par rapport à d'autres choses. Et d'essayer de produire un ordre du monde. Et en fait, quand on produit des métaphysiques, on peut s'intéresser à la manière dont un peuple produit une métaphysique, aussi dont une classe sociale peut avoir sa métaphysique, une sorte de métaphysique, ou dont un individu peut avoir une métaphysique. On peut, dans une vie, changer légèrement de métaphysique. À un moment, on peut commencer à accorder un statut d'existence à des êtres auxquels on n'accordait pas de statut d'existence plus tôt. Et une métaphysique, c'est une manière de meubler et d'ordonner le monde. Et ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de repérer quelle est la puissance qui, à chaque fois, est le principe d'organisation du monde d'une métaphysique. Il y a des métaphysiques de l'ordre, c'est-à-dire il y a des métaphysiques qui vont essayer d'organiser les choses, les êtres, et leur souci principal, c'est que les choses soient ordonnées.
Donc il y a des métaphysiques qui vont essayer de chercher à produire de l'ordre et pas du chaos. Et la valeur, c'est l'ordre. Mais il y a des métaphysiques d'égalité, il y a des métaphysiques d'action, il y a des métaphysiques d'événements. Enfin là, il y a plein de puissances possibles pour essayer d'organiser le monde à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pluraliste en métaphysique. C'est-à-dire de penser qu'aucune métaphysique n'est supérieure à une autre. Aucune n'est plus vraie qu'une autre. Pourquoi ? Parce que c'est simplement un mode de découpage et d'organisation du monde. Et aucun mode de découpage ou d'organisation du monde n'est supérieur à un autre. Par contre, tout mode de découpage ou d'organisation du monde se fait à partir d'une ontologie minimale, qui, à mon sens, est le commun distinct. Ce commun distinct, c'est le possible. On fait avec le possible, on fait avec tout ce qui est possible. Et ensuite, on architecture le possible en essayant d'organiser des puissances, en essayant de composer. On peut avoir un monde, on peut essayer certaines cultures, certaines pensées vont essayer d'organiser un monde qui est un monde d'individus. C'est-à-dire qu'on va penser que ce qui est fondamental, c'est qu'il existe des choses individuées. Des individus humains ou aussi des atomes, par exemple. Des choses, c'est-à-dire en deçà, qu'on ne peut pas couper. Vous voyez, des choses insécables qui sont un minimum de cohérence, d'unité de l'être. Mais il y a des métaphysiques du lien. On en a parlé. Et alors, j'essaie de finir là-dessus. Pour moi, l'important, si vous voulez, l'autorité, le geste autoritaire, ce que j'essaye de désamorcer toujours, c'est quand une métaphysique se prend pour l'ontologie. C'est ça, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est quand un certain mode d'organisation des êtres se fonde dans la nature des choses et dit les choses sont ainsi. Ce n'est pas que les choses sont organisées ainsi, peuvent être ordonnées de cette manière, peuvent être lues de cette manière, elles sont ainsi. Et ça devient de l'ontologie. Et à mon sens, c'est quelque chose qui menace toute pensée, y compris une pensée émancipatoire, y compris une... Est-ce que tu peux donner un exemple, peut-être par rapport à ce que tu as entendu, je ne sais pas, mais par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple à ce niveau-là ? Je sais pas, moi j'ai un goût par exemple pour des métaphysiques du lien, et on peut avoir ici, je pense, un goût partagé pour l'idée que on critique des métaphysiques qui sont produites par le néolibéralisme, qui vont être beaucoup plus des atomistiques. On va concevoir qu'il y a des individus ou des êtres qui a priori sont séparés et qu'on va parfois essayer de les relier. Et on va essayer de penser qu'au contraire, ce qu'il y a d'abord, c'est du lien, que les êtres naturels sont d'abord reliés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... ça n'a pas de sens de penser, par exemple, un arbre en soi. Un arbre, littéralement, si vous essayez de penser que c'est qu'un arbre est l'enlevé de son environnement, de son biotope, etc., il meurt. Ça n'a pas de sens. Donc l'arbre, ce qu'on appelle arbre, en fait, c'est un certain réseau de liens qui se fait par les racines, qui se fait par l'atmosphère, qui se fait par le sol. Et donc il y a plein de métaphysiques environnementales qui vont aller contester, à juste titre, le fait que le néolibéralisme soit aussi une métaphysique, c'est-à-dire un certain ordre du monde, en produisant une métaphysique de lien. Moi, ça me va. Je suis d'accord pour lutter métaphysique contre métaphysique. Par contre, le risque, à mon sens, l'autorité, ça serait de vouloir le refonder et de dire c'est une ontologie. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le moment où un discours va commencer à utiliser, en général, l'autorité de la science, l'autorité de la biologie, et commencer à fonder dans l'être même des choses. En dire, les choses sont ainsi. C'est-à-dire le fait qu'il y ait du lien, ce n'est pas simplement un moyen d'organiser le monde, c'est que le monde est fondamentalement ainsi. Il était ainsi avant nous, il le sera après nous. Les choses sont ainsi. Pour moi, en tout cas, le grand ennemi, mais c'est un ennemi intérieur aussi, c'est tout fondamentaliste est un fondationaliste d'abord. C'est quelqu'un qui essaye de fonder dans une ontologie une métaphysique, c'est-à-dire un mode d'organisation du monde. Mais évidemment, des modes d'organisation du monde autoritaires, il y en a plein, on en a parlé, je ne sais pas, quand on parlait d'écologie queer, par exemple, disait à juste titre que ce qui l'intéressait dans les écologies queer, c'est d'être allé réclamer, vous savez le terme de reclaim, d'être allé réclamer la nature, parce qu'on sait bien que la nature, elle a servi à fonder des discours, comme il le rappelait, sur ce qui est naturel et antinaturel. Donc vous voyez, tous les discours biologisants, par exemple, qui servaient à justifier la famille hétéronormée en disant c'est comme ça dans la nature, tous les animaux sont comme ça. Non, en fait, les canards non, ou les castors non, ça marche pas. Ou en fait, et donc l'écologie queer, elle a servi. Il y a un moment où elle sert justement à effonder, vous voyez, à sortir de son fondement naturel un certain nombre de catégories qui sont des catégories qui, de toute évidence, servent à fonder un ordre social et un ordre familial, et à le fonder. C'est-à-dire, vous voyez, l'autorité, on va aller la chercher dans la nature, mais on peut la chercher pas seulement dans la nature vivante, ça peut être dans le cosmos, dans l'ordre des choses. On est plein de tentatives pour fonder, je ne sais pas, longtemps par exemple, la musique européenne
a voulu se fonder dans un ordre naturel qui était par exemple l'ordre des planètes, je sais pas, du pythagorisme jusqu'à encore un peu avant Rameau. Il y a l'idée que on va pas simplement produire un certain ordre, la gamme va se fonder sur un ordre qui est un ordre cosmologique, qui est l'ordre des planètes. Et on va essayer, vous voyez, le fonder, c'est toujours aller chercher dans quelque chose, dans une strate de l'être qui est plus profonde, la justification au type d'organisation du monde qu'on est en train de justifier. Et ultimement, c'est ontologiser. C'est toujours inscrire dans l'être un certain mode d'organisation du monde. Et quand on fait ça, on est autoritaire. Le geste autoritaire par excellence, c'est de dire que notre métaphysique est l'ontologie et l'être même des choses. Vous ne pouvez rien répondre à ça quand vous êtes face à quelqu'un qui dit ça, parce que vous avez l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est l'autorité des choses, c'est l'autorité de l'être. C'est comme ça. C'est le moment où on va vous dire c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est l'autorité de l'être. C'est même pas l'autorité du père ou l'autorité du clergé ou l'autorité d'une instance, vous voyez, sociale que vous pouvez aller contester. C'est l'autorité de l'être des choses. Par rapport à des métaphysiques, là tu as évoqué les métaphysiques de l'ordre, les métaphysiques de l'égalité. Dans le livre, tu parles de métaphysiques de processus, qui sont des métaphysiques de flux, de liens, d'intensité. Contrairement à des métaphysiques de l'ordre qui, elles, mettent l'accent sur, par exemple, l'identité, la propriété. Par rapport à ça, toi, tu te dis, moi, je suis du côté de la métaphysique de la résistance. Tu fais appel à une métaphysique résistante. Donc, j'ai deux questions par rapport à ça. Enfin, trois même. C'est quoi une métaphysique résistante ? La deuxième, c'est à quoi il faut résister ? Tu viens un peu de nous l'expliquer. Et la troisième, qui en découle, c'est... comment fait-on pour résoudre des conflits métaphysiques qui sous-tendent des visions du monde complètement opposées ? Je pense que je ne crois pas assez à la métaphysique pour penser qu'elle résout quoi que ce soit, ou en tous les mais cas, qu'au moins qu'elle formule le problème. Oui, qu'elle formule après, le problème. Je ne suis pas idéaliste, je ne pense pas que je pense pas par exemple que la pensée résolve des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ils se résolvent dans le rapport de force d'intérêt. Mais la pensée, elle sert à exposer elle sert à exposer le conflit, les termes du conflit en tout cas. Parce que si on n'a pas les termes du conflit, on se trompe. On se trompe de combat, on se trompe de conflit. Alors, pour moi, une métaphysique résistante, c'est une métaphysique qui a pour orientation minimale d'essayer, c'est un peu ce que je disais, d'essayer de résister au désir de se fonder. Et donc, le but d'une métaphysique de résistance, pour moi, c'est d'essayer de désamorcer tout fondationalisme, c'est-à-dire d'essayer de repérer chaque moment où une vision du monde essaye de se fonder, ou de se donner l'autorité des choses. Donc c'est essentiellement un travail négatif qui peut paraître décevant de ce point de vue-là, mais ça consiste pour moi à essayer de se représenter, alors, je vais essayer de donner des exemples plus concrets, d'essayer de se représenter les choses, au sens le plus vague du terme, comme des formations. C'est-à-dire pas comme des formes, je vous l'avais dit au début, de ne pas avoir une métaphysique qui consiste à penser par exemple que les choses ont une essence, qu'il existe quelque chose comme une essence de ce que c'est qu'une table, une idée de ce que c'est qu'une table, et qu'ensuite il existe des tables, et c'est le schéma platonicien, de penser que chaque table est une copie à sa manière de l'idée de table. Et par exemple, ce qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, c'est des théories, vous allez comprendre petit à petit, des théories de ce qu'on appelle le prototype. Vous avez beaucoup de psychologues et de philosophes, notamment Eleanor Roche, une grande psychologue et philosophe des années 60-70, qui se sont mis à contester le fait que nous organisions les choses autour de nous justement par des définitions d'essence, c'est-à-dire que nous ayons des catégories, à s'intéresser à la pensée, à la catégorisation, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui fait, par exemple, ce qui a beaucoup intéressé Roche, c'est des cas limites, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle s'est aussi intéressée au design. Vous voyez, à partir de quand une chaise n'est plus une chaise ? Est-ce qu'un pouf, c'est encore une chaise ? Ce qu'on va appeler dans le langage une chaise. Est-ce qu'il faut qu'une chaise, ça ait un dossier, nécessairement, sinon on va appeler ça un tabouret ? Vous voyez la manière dont on catégorise, dont on ordonne des choses qui sont des artefacts, des choses produites par l'être humain. Est-ce qu'il faut que ça ait au moins trois pieds pour tenir ? Si ça n'a pas de pieds, est-ce que c'est encore une chaise ou pas ?
Et l'intuition de Roche, c'est qu'en fait, quand on apprend, quand on est enfant, quand on apprend dans une culture donnée, hein, à chaque fois c'est situé dans une culture, quand on apprend à catégoriser les choses, on fonctionne de manière prototypale. Ça veut dire qu'on ne se donne pas une définition avec des conditions nécessaires et suffisantes du type il faut que ça ait 3 pieds, il faut que ça ait un dossier, il faut qu'on puisse s'asseoir dessus. Si c'est ça, alors c'est une chaise. Ensuite, ça peut être une chaise bleue ou verte, une chaise cassée ou pas, bon, ça peu importe, c'est une chaise. Et elle a essayé de dire non, c'est pas comme ça qu'on apprend les choses et c'est pas comme ça qu'on catégorise les choses. En fait, on les catégorise à partir de prototypes. Un prototype, je trouve ça très beau, c'est l'idée d'une chose, d'une certaine catégorie, qui est par excellence cette chose. Par exemple, elle s'est interrogée à la manière dont les enfants vont avoir un prototype du légume ou du fruit ou du meuble. C'est-à-dire qu'elle essaye de montrer que d'emblée, quand on apprend les choses, on pense qu'il y a une sorte de centre, c'est ça un prototype, et qu'on se fait une représentation d'une table qui est plus une table que les autres, qui est particulièrement une table. Et qu'ensuite, de proche en proche, on a une table qui partage certaines qualités avec cette table prototypale, puis une autre, puis ça s'éloigne petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à des limbes où on ne sait plus trop si c'est une table, ça a des tréteaux, c'est juste un... etc. Et que tout fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on catégorise avec, vous voyez, une sorte de centre de gravité qui est le prototype, puis après on s'éloigne de proche en proche. Et qu'en fait, on n'a pas des catégories qui seraient des sortes de grandes catégories, vous voyez, comme des classements dans les cabinets d'amateurs du 19e siècle, où on aurait des classements par genre, par espèce, où on classerait le monde de cette manière-là, et on aurait des cases bien définies en mettant les choses dans la catégorie A ou la catégorie B. Mais qu'on aurait des effets, vous voyez, des sortes d'effets d'intensité variables, où on a un prototype de ce qu'on se représentait de cette chose, et puis petit à petit, ça s'efface, puis il y a des sortes de limbes, de cas limites, etc. Donc, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'essayer de montrer, à partir de théories, par exemple, du prototype, que dans une métaphysique résistante, on doit pouvoir résister au double désir de se représenter soit le monde comme des sortes de cases, avec des essences, des substances, des définitions, vous voyez, en disant « je cherche à savoir ce que c'est qu'un verre ». J'ai une définition comme dans le dictionnaire de ce que c'est qu'un verre, et à partir de l'idée que je me fais des verres, je vois, ensuite je fais varier les verres, et il y a l'idée de verre, il y a l'idée de table, il y a l'idée, et j'organise le monde comme ça. Quand j'organise le monde comme ça, j'organise des identités. J'organise pas simplement les meubles, j'organise aussi les êtres humains, les hommes, les femmes, les peuples, les ethnies, les races. De toute évidence, le 19e siècle européen, chez beaucoup de naturalistes, a fonctionné comme ça. C'est comme ça que les racialistes ont fonctionné, c'est comme ça qu'ils ont classé l'humanité, c'est comme ça qu'ils ont classé les races, c'est comme ça qu'ils ont catégorisé. Et donc, parce qu'on hérite de ça, on a la tentation d'avoir une toute autre métaphysique, comme on en parlait, une métaphysique de lien ou d'intensité, c'est-à-dire de se dire, en fait, le problème, c'est d'avoir voulu catégoriser les choses de cette manière-là. On va essayer de se représenter le monde plutôt en variation, en intensité, en disant, en fait, il n'y a pas de catégorie dans le monde, c'est pas vrai. Tout ce qu'il y a, c'est des sortes d'oscillations, de variations. On va dire, par exemple, on va utiliser des verbes plutôt que des noms. Au fond, dans la réalité, il n'y a pas d'arbre, ça n'existe pas, arbre. Il faudra avoir un verbe, ça s'arbre, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de s'arbrer. Et puis ça finira de s'arbrer à un moment, quand l'arbre tombera, et puis ça va devenir humus, vous voyez. Donc on va essayer d'adopter une vision du monde, on va essayer d'opposer à une vision du monde catégoriale, de cette manière-là, des visions du monde qui sont tout en flux, tout en oscillation, tout en variation, tout en intensité, comme ça. Pour essayer, à mon sens, sans doute de guérir le lien, la complicité qu'il y a eu entre une pensée très catégoriale et le colonialisme européen, de toute évidence, qui a utilisé ces instruments pour connaître et pour régimenter les autres de l'Europe. Le problème, moi, dans mon travail, c'est ce que j'avais essayé de faire dans un livre qui s'appelle La vie intense, c'est que je pense, pour des raisons, on y reviendra peut-être, je pense qu'il y a aussi une impasse, au bout d'un moment, à tout concevoir en intensité ou en variation. Donc pour moi, ce que j'essaye de défendre, c'est une métaphysique résistante, c'est-à-dire c'est une métaphysique qui consiste à voir le monde sans essence, sans catégorie, mais pas simplement en pure variation. C'est de voir dans le monde des formations. Vous voyez, un peu comme les géologues parlent de formation. C'est-à-dire à un moment, vous avez des jeux de force, et puis vous avez des couches, des formations qui se stabilisent. Quand vous faites de la géologie, vous allez avoir des formations. Ces formations, elles ont une histoire. Elles ont une histoire parce qu'elles sont formées et déformées. Quoi qu'elles aient une histoire, le géologue, il arrive à distinguer des formations. On peut distinguer des formations dans l'histoire, comme ça, à condition, ces formations, ce sont des institutions, des pratiques, ce ne sont pas des catégories, c'est-à-dire le monde n'est pas catégorisé, le monde est formé
il n'est pas juste livré à des intensités, des variations perpétuelles, etc. Il y a de la forme dans le monde. Il y a dans le monde sensoriel, dans le monde autour de nous, nous repérons, par notre appareil sensoriel, des formes à partir de prototypes, je vous disais, pour repérer ce que c'est qu'un arbre, pour repérer une formation forestière, où ça commence, où ça finit, etc. Et à partir de ça, pour moi, essayer de penser en formation, pour y revenir, c'est essayer de tenir un slogan qui est aussi un slogan politique, qui est essayer de penser toutes les choses également, mais distinctement. Distinctement, mais également. C'est de penser les deux. C'est-à-dire de répondre à des pensées qui sont des pensées catégoriales et hiérarchisantes, qui reposent sur des ontologies qui hiérarchisent en fait, les êtres du monde, de répondre toujours par l'impératif d'égalité. C'est-à-dire aucune chose n'est plus qu'une autre. Il n'y a pas le plus beau principe de l'ontologie, c'est qu'il n'y a pas de plus ou de moins dans l'être. Rien n'existe plus ou moins qu'autre chose. C'est ce qu'il y a de mieux distribué dans le monde. Donc de penser les êtres également, mais de les penser distinctement. C'est-à-dire de ne pas les penser comme des variations ou des devenirs tout le temps confondus, de penser qu'il y a de la distinction en fait, dans le monde. Mais que cette distinction, elle ne s'accompagne pas d'hiérarchie. Donc en gros, de répondre, si vous voulez, si on revient à un niveau politique, de répondre toujours à des pensées réactionnaires et fondationalistes, de leur répondre... Vous pouvez les repérer, c'est des pensées qui vont vous dire « Oh là là, à cause de la déconstruction, etc., on est dans un monde aujourd'hui, c'est un monde d'horizontalité, on n'est plus capable de penser de verticalité, d'autorité, tout est confus. Contre la grande confusion de la modernité ou de la postmodernité, il faut retrouver une verticalité, il faut retrouver des hiérarchies. » De toujours répondre à la pensée réactionnaire, non, c'est pas au nom de la distinction qu'il faut contester l'égalité ontologique. Donc toujours porter l'égalité contre des idéaux de hiérarchisation, d'échelle des êtres, vous voyez. Et de l'autre côté, de répondre ce serait plutôt dans mon camp, si vous voulez, au camp de l'émancipation, contre la réaction, ne pas penser que une forme de confusion ontologique ou ne pas penser que la distinction, c'est nécessairement les hiérarchisations. C'est-à-dire qu'on peut distinguer des formations d'êtres dans le monde sans les hiérarchiser. Donc sans être en train de justifier des dominations patriarcales, coloniales, etc. Comment dans une métaphysique de l'émancipation, tu as parlé de champ tout à l'heure, comment on fait avec les conflits qui sont au sein même des mouvements d'émancipation et des stratégies à adopter. On l'a évoqué à des moments sur les pensées décoloniales, et je pense par exemple à deux stratégies contradictoires, en fait. Celle du fait de donner de la visibilité comme moyen de reconnaissance, en fait, à des minorités, à des subalternes, ou au contraire, à une volonté d'invisibilisation pour se soustraire justement à cette reconnaissance comme une marque de désertion sociale en fait. Comment on fait pour articuler les deux en fait, et comment les réconcilier peut-être, je ne sais pas. Et il me semble que dans le champ de l'émancipation, et justement c'est un champ parce qu'il est traversé par plusieurs contradictions, dont celle-ci, il y a quelque chose qui se rejoue, qui n'est pas nouveau, qui à mon avis s'est joué à partir dans toutes les politiques d'émancipation déjà au XVIIIe siècle, entre, en effet, comme tu le disais, au fond, deux sens de ce que c'est que s'émanciper. Je pense qu'il y a toujours un camp dans ce champ qui entend, dès qu'on entend émancipation, qui va entendre visibilisation. Donc, si on revient vers les dernières années, dans le champ féministe, dans le champ décolonial ou dans le champ queer, c'est toutes les politiques de la reconnaissance. C'est des politiques qui vont penser que le but stratégique de politique des subalternes, c'est d'essayer de gagner en visibilité, en visibilisation. C'est-à-dire de penser que le pouvoir, ou les formes de pouvoir, ou les dispositifs de domination, ce qu'ils produisent, c'est de l'invisibilisation. De l'invisibilisation, vous voyez, je peux un exemple, dans le champ du cinéma français, on va aller penser, ce qui est incontestable, l'invisibilisation de populations racisées pendant des années dans le cinéma français, à la fois par exemple chez les acteurs, à l'écran, mais de toute évidence dans la représentation, dans les corps de métier, etc. Et donc la politique, qui est une politique de la reconnaissance, je préfère politique de la reconnaissance à politique des identités, ou la identity politics, vous voyez, je pense que c'est une politique de la reconnaissance, c'est un vieux problème depuis Hegel, la reconnaissance. Ces politiques de la reconnaissance, ce sont des politiques de visibilisation, parce que l'émancipation, c'est le fait d'accéder à la reconnaissance, à une reconnaissance visible,
par une institution, dans une institution. Et on voit bien, on le sent tous à notre manière, qu'il y a une autre partie dans le champ de l'émancipation, qui est un camp où le nom de l'émancipation, au contraire, c'est l'invisibilité. C'est toute une tradition qui passe par l'anonymat, le hacking, qui transite par le black bloc, qui va aller, vous voyez, dans... je viens de textes d'Agamben, par exemple, sur le n'importe qui ou le n'importe quoi, la revue Quodlibet, par exemple, un n'importe quoi. C'est-à-dire l'idée que s'émanciper, ultimement, pour un individu, c'est pouvoir devenir n'importe qui. C'est aussi, je ne sais pas, dans la pensée de Jacques Rancière, par exemple, l'idée que la police, ce qu'il appelle la police, c'est l'identification, c'est des procédures d'identification. Pas seulement les papiers d'identité, c'est le fait d'identifier. C'est toute la part de la gauche ou de l'émancipation qui va s'élever contre les dispositifs de surveillance, contre les caméras de surveillance, contre, vous voyez, toutes les formes de visibilisation. Et on voit bien que presque à tête bêche, tu vois, de manière renversée, on a un sens de l'émancipation qui consiste à dire, pour s'émanciper, ce que nous devons gagner, c'est de la visibilité, c'est de la visibilisation. C'est-à-dire qu'être émancipé, c'est se visibiliser socialement. Et qu'on a une autre partie qui dit... s'émanciper, c'est échapper aux dispositifs de pouvoir, de surveillance, de vigilance, etc. Donc c'est s'invisibiliser, c'est devenir invisible. Qui a écrit l'insurrection qui vient? Le comité invisible. C'est pas un hasard. Donc on voit bien qu'on a le comité invisible d'un côté et de l'autre côté, on a politique de la visibilisation. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut le dire pour voir que justement ce qui structure un champ, le champ de l'émancipation, c'est une contradiction. Il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Je trouve que c'est un bon héritage marxiste. La contradiction, ça peut être bien politiquement. C'est que ça structure un champ. Et quand on a pensé ça, ensuite il faut penser la contradiction. À mon sens, pour enlever la gêne qu'on peut avoir toujours quand on est dans le champ de l'émancipation, un bon moyen, c'est un bon vieux couple conceptuel, c'est les moyens et les fins. C'est de penser, de dire... Si on veut éviter une double critique, c'est-à-dire d'une part, je ne sais pas, je me souviens de discuter avec un peu des gens, je sais pas, des camarades un lundi matin, etc., qui disent « Oh là, mais on en a marre parce que nous, on est en tête de cortège ou dans le Black Bloc, on nous dit en fait, vous vous rendez invisible, mais on vous voit très bien, vous êtes de la classe moyenne, blanche, c'est plutôt masculin, vous êtes urbain, etc., donc on vous voit très bien, vous voulez vous cacher, mais on sait très bien qui vous êtes sociologiquement. » Voilà, c'est pénible. Et de l'autre côté, la critique qu'on peut avoir, dire « Oh, il y en a marre de la politique des identités, nous, je sais pas, on vient quand même de Deleuze, etc. L'identité, c'est pas bien, quoi. Enfin, ça fige, ça fixe. Pourquoi est-ce qu'à tout prix, ils veulent revendiquer une identité queer, une identité... l'identité noire, etc. » Et donc de dire « Mais en fait, l'identité, c'est quand même un dispositif de pouvoir. Ça fige, ça fonde, c'est pas bien. » Et on voit bien qu'il y a un risque à terme de scission autour de l'idée d'émancipation, avec deux sens de l'émancipation qui deviennent contradictoires. Si on pense des moyens et des fins, je trouve que c'est assez simple, on peut toujours se représenter, même au terme de ces journées, que les politiques de la reconnaissance ou la visibilisation, c'est un moyen nécessaire. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de tout bête, c'est presque pour le coup du sens commun, c'est que pour vouloir devenir invisible, pour s'émanciper en ce sens-là, il faut être visible. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas quelqu'un socialement ou si vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas devenir invisible. Vous ne pouvez pas échapper en fait, à des dispositifs de visibilité si vous êtes déjà hors des radars. Donc en fait, le principe d'une politique d'émancipation, à mon sens, ça a toujours été ça, c'est lutter, ça c'est les moyens, pour que chacun soit quelqu'un, pour que chacun soit reconnu socialement, pour que chacun ait sa place. Donc ça veut dire faire le jeu de l'institution, ça veut dire aussi faire de la politique institutionnelle, des politiques de la reconnaissance, etc. Mais en vue, enfin, et ça c'est le deuxième moment, que chacun puisse devenir n'importe qui. Et ça c'est la fin d'une politique d'émancipation. Et juste à propos de ça, ça m'avait beaucoup marqué en écrivant justement Histoire de la souffrance. Il y a un long récit qui se passe au Brésil au moment, vous savez, du marronnage d'esclaves. Et en fait, il y a beaucoup de discussions dès le XVIIe siècle parmi les esclaves qui marronnent. Donc marronner, vous savez, c'était fuir et justement être sous le radar, fuir les grandes exploitations, les exploitations de canne à sucre, de café qui étaient sur la côte. Et la grande discussion qui traverse les témoignages qu'on a de tous les royaumes d'esclaves, c'est la Palenque par exemple, qui est très documentée au Brésil, c'est que vous avez d'une part des esclaves qui disent « Nous, ce qu'on veut, c'est revenir vers la côte et être reconnus comme des citoyens par l'Église et par les colons. » C'est-à-dire qu'on veut forcer l'Église et les colons à dire « Nous sommes des gens, nous sommes quelqu'un. » Donc, ce sont ceux qui vont devenir abolitionnistes, en fait. Et vous avez l'autre partie des esclaves qui dit « Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est partir dans la sylve, partir dans la forêt et faire notre royaume. Et faire notre propre royaume, le Quilombo, par exemple, très clairement. »
en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours eu dans les politiques d'émancipation moderne, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, l'expression de ce dilemme qui est faire son propre royaume, partir faire son propre royaume, et l'expression qu'ont souvent les anciens esclaves, c'est partir si loin dans la forêt qu'ils ne nous verront plus. Donc vous voyez, c'est déjà la visibilité, c'est-à-dire échapper au regard du maître. S'émanciper au sens s'échapper au regard du maître pour faire son propre royaume, avec ses propres lois, ses propres règles, terre des femmes dont il était question, par exemple, etc. Ou bien, politique de la reconnaissance, revenir dans le territoire du maître, forcer le maître, par des outils juridiques, légaux, à reconnaître l'existence de l'esclave en tant qu'égal. Et voilà, et pour dire, ça me semble typiquement une contradiction qui en fait traverse toujours l'idée d'émancipation. Moi, j'en tire 2 ou 3 choses. La première, c'est que il ne faut pas penser que la contradiction affaiblit. C'est-à-dire cette contradiction, elle est constitutive historiquement. Et pour parler un vieux langage presque un peu hegelien ou marxiste, elle est une sorte de moteur de l'émancipation. C'est pas grave, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas l'occulter en tout cas. Parfois, j'ai un petit souci avec l'idée militante qu'il faudrait cacher la contradiction. Mais non, c'est très bien parce que ça désigne qu'il y a un champ justement. C'est-à-dire que l'émancipation, c'est un champ d'action. C'est pas juste un camp. Alors le temps file et on va passer les micros. Je pense que vous avez plein de questions. Moi j'en ai j'en ai encore plein, mais j'en ai quand même encore une avant que les micros arrivent. Justement par rapport à tout ce qu'on a entendu au long de ces journées, on le voit dans ta pensée, dans ton œuvre, il y a la question des frontières. Et comment on traverse, tu viens d'employer le mot de traverser, comment on traverse les frontières, enfin, c'est quelque chose qui est très présent. En quoi les personnes qui justement traversent changent de catégorie? On a évoqué les personnes queer, donc les questions de genre, les transfuges de classe. Ces personnes qui opèrent un déplacement interpellent ce que tu appelles le nous. Alors, en 2 minutes, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le nous et comment ces personnes-là opèrent un déplacement dans ta propre pensée? C'est quoi le nous et comment les personnes qui changeraient, par exemple, de catégorie influent, par exemple, ta propre vision du nous? Oui, au-delà de ce qu'on appelle des identités ou des vies trans, le trans, mais vous voyez vraiment comme préfixe, et de toute évidence joue un rôle important dans les 20-30 dernières années. Enfin voilà, socialement, la question du transfuge de classe, de la représentation littéraire des transfuges de classe, discussion autour des ouvrages des Ribon, d'Édouard Louis, les querelles même autour de la question de l'héroïsation ou non du transfuge de classe. C'était un terme très technique. Je me souviens de lire des livres de Chantal Jacquet sur le transfuge de classe, mais c'était très limité et c'est devenu vraiment un sujet de conversation. Donc la question du trans en général. Et sa principale opération, la plus belle opération trans toujours, à mon sens toujours, c'est défonder une frontière. Il y a là aussi des périodes historiques, et le 19e siècle, encore une fois, de ce point de vue-là, le mauvais rôle, le 19e siècle, vous voyez, chez les géographes, chez les géologues, dès la Révolution française d'ailleurs, c'est intéressant, dès la Révolution française, vous avez des discussions à la Convention en 92 sur les frontières naturelles de la France. Il y a tout un discours de Danton sur les frontières naturelles de la France. C'est un des grands leitmotifs de l'identité française du 19e, c'est d'essayer de dire que la France, quand même, elle a une sorte de forme naturelle, parce que vous avez soit le rivage, soit les Pyrénées, les Alpes. Alors il y a toujours eu un problème un peu au nord avec la Belgique, d'où la ligne Maginot. Vous voyez, c'est-à-dire comme on n'a pas de frontière naturelle, donc on va la faire. Bon, ça marche pas du tout en fait. Mais voilà. Et puis il y a plein de problèmes avec le rattachement de la Savoie. Et puis tout ça est très foireux, mais c'est vraiment un topos de la Révolution française jusqu'à les années 1850, de la recherche par exemple en géologie, de chercher des couches qui vont essayer de montrer qu'il y a des différences fondamentales par le plissement pyrénéen, par exemple, avec l'espace ibérique. Et tout. Très clairement, le XVIIIe et le XIXe siècle, on sait, la géologie, la géographie ont joué un rôle fondamental, vous voyez, autoritaire et strictement fondationaliste par rapport sur la question des frontières, en essayant d'introduire l'idée de frontières naturelles. Parce qu'il n'y a pas eu de constitution des États-nations en Europe sans un apport autoritaire de la géographie, de la géologie, en disant les frontières, elles sont naturelles. Plein d'historiens qui ont réfléchi sur la Méditerranée aussi ont insisté sur le fait que, entre les représentations de la Méditerranée en plein ou en creux, c'est-à-dire est-ce que la Méditerranée est une frontière, est-ce qu'elle a des frontières, ou est-ce que c'est au contraire un espace d'échange, une mer qui a un espace de... Toutes ces discussions, elles font qu'on hérite forcément la modernité européenne, mais c'est un moment en fait,
c'est pas si grave en fait, c'est presque à petite échelle. La modernité, il faut la renvoyer à son échelle. C'est pas si long que ça, la modernité. Je pense pas comme la tour qu'elle n'ait pas eu lieu. Elle a eu lieu sous plein de formes, mais un siècle, 2 siècles, c'est à la fois énorme et pas tant que ça. Et la modernité européenne du 19e siècle, évidemment qu'elle a voulu fonder les frontières. C'est une des choses qu'il a définies, c'est l'idée de frontières naturelles qui accompagne les États-nations. À mon sens, les vies trans, ou les identités trans, elles ont comme effet majeur, non pas de refermer complètement cette parenthèse, mais d'effonder ça, c'est-à-dire d'enlever ce fondement. C'est-à-dire d'enlever l'idée qu'une frontière, c'est quelque chose qui est fondé, qui est inscrit dans la nature, qui est inscrit dans le sol, évidemment, hein, qui est inscrit, vous voyez, qui est inscrit qui est inscrit dans l'environnement, dans la différence de faune et de flore d'un côté ou de l'autre des Pyrénées ou des Alpes, qui est inscrit dans le sol et qui est inscrit dans la nature, qui est inscrit dans le patrimoine génétique, qui est inscrit dans les chromosomes, etc. Et donc l'effet pour moi principal de ces vies trans, c'est justement au sens strict du trans, enfin du passage de la frontière. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, toutes les vies trans, elles abolissent pas les frontières. C'est là l'erreur le discours réactionnaire, la panique réactionnaire, elle vient de l'idée les trans, ça abolit les frontières. Donc du coup, ça rend responsable de tous les débordements. Mais pas du tout, ça effondre les frontières. C'est pas la même chose. Et le geste anti-autoritaire par excellence, c'est d'enlever la fondation, le fondement. Ça permet de nous soulager un petit peu d'un moment qui, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la géographie, dans l'histoire en général, a énormément voulu fonder. A voulu fonder l'État, a voulu fonder les identités nationales, a voulu fonder les identités de genre. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça soulage de ça. Ça effonde. Je sais pas, j'utilise souvent ce terme sans jamais avoir vérifié s'il existait en fait. Mais j'aime bien l'idée d'effonder. Vous voyez vraiment effonder, c'est vraiment enlever la fondation, sortir de la fondation. Mais quand on sort une frontière de son fondement, elle devient mouvante. Et c'est là où ça quand même m'intéresse l'idée de formation, c'est qu'on ne va pas nécessairement enlever l'idée de frontières ou de limites. C'est pas mal en soi, les frontières ou les limites, du moment qu'elles ne sont pas fondées. C'est-à-dire du moment qu'elles sont renvoyées à des rapports de force et à des jeux, en fait, à des jeux de force qui font qu'elles peuvent fluctuer, elles peuvent aller, venir. À un moment, elles peuvent être percées aussi, comme complètement, et puis se reformer ailleurs. Merci Tristan, c'est à vous. Donc on va vous passer un micro. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous demande, j'ai vu qu'il y avait plusieurs mains qui se levaient, je vous demande des questions assez courtes et à Tristan des réponses assez courtes. Oui ou non? Bonjour, je suis là. Merci d'abord, c'était génial. Je vais essayer de faire hyper court. Moi aussi. Et peut-être un peu naïf. Est-ce que ce mot effondé, vous avez aussi dit infondé, je crois, mais effondé, il pourrait remplacer déconstruire? Oui, j'aime bien. J'aime bien cette idée parce que, bon, vous savez, la déconstruction, c'est un peu de bouc émissaire. Il y a eu un célèbre et maléfique colloque « Déconstruire la déconstruction », qui était assez terrible à la Sorbonne. J'aime bien l'idée, peut-être même que simplement dans le lexique, peut-être que l'acte de déconstruction finissait... Moi, je ne le rejette pas, d'ailleurs. Il y a une part que je trouve très juste dans plein d'œuvres de ceux qui sont associés, de penseurs qui sont associés à la déconstruction. Mais peut-être... D'abord, tout simplement, pour vous répondre, en fait, vous voyez, quand je disais que le roman, pour moi, c'est le fait de réintroduire des idées dans des corps, j'aime bien l'idée qu'il y a une vie organique des idées, et qu'à un moment, il y a certaines idées, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'il faut les laisser un peu en jachère pour les récupérer plus tard. C'est vraiment un principe de jachère. Par exemple, j'aurais tout à fait cette attitude à l'égard de l'universel, quand on parlait de l'universel. Je pense pas que l'universel, ce soit un mauvais terme en soi. C'est un terme, vous voyez, c'est vraiment qui est surexploité. Sa surexploitation fait qu'à un moment, on peut peut-être le laisser un peu en jachère. Peut-être que déconstruction, il faut le laisser un peu en jachère aussi, tout simplement. Quitte à le récupérer ailleurs, sous une autre forme, à le reprendre et tout. Il y a des choses dans l'idée d'effonder qui participent de la déconstruction, mais peut-être que
ça laisse moins entendre, un des problèmes possibles de la déconstruction, c'est que ça laissait entendre que si on déconstruisait, c'est parce qu'on était devenu de manière évidente constructionniste, c'est-à-dire qu'on pensait que tout était construit. Ce qui fait parfois porter le flanc à des critiques naturalistes ou à l'idée que tout est construction sociale. Si on peut les déconstruire, c'est parce que tout a été construit. C'est un peu plus modeste et fondé, ça veut dire, c'est juste dire, en fait, on ne prend pas parti épistémologiquement pour savoir si telle ou telle conception dans les sciences, dans les savoirs, ont vraiment été construites ou pas entièrement. En tout cas, c'est juste le moment où on a voulu les fonder ontologiquement. C'est-à-dire, c'est juste le moment où des valeurs, des notions, des concepts, des distinctions, des catégories, on a essayé de les fonder dans l'être des choses, dans l'être naturel. Et bien ça, on les sort de ce sol-là, en tout cas. On essaye de faire cette opération. Mais juste pour vous répondre très simplement, je dirais oui. Moi, j'aime bien cette idée, ne serait-ce que parce que voilà, déconstruction est parfois un petit peu un terme qui a été tellement mal employé qu'il est un peu usé. En fait, ce qui use les termes, c'est leur usage, mais c'est surtout leur mésusage. C'est qu'à partir du moment, on ne peut pas complètement faire abstraction du fait qu'on a dit n'importe quoi sur la déconstruction, et que donc ça devient un peu n'importe quoi aussi au bout d'un moment. Donc peut-être qu'il faut un peu d'autres termes pour le laisser reposer un moment. Juste là. Merci. Je me trouve être catégorisé comme fondamentaliste maintenant, alors c'est intéressant. Et en t'écoutant, je pense à une pensée qui me tient beaucoup politiquement, celle de Karen Barad, mais qui suit tout autre. Et pour elle, elle parle d'une ontologie qui est bien fondée sur la science, alors elle tombe très bien dans tout ce qui est tout critique. Mais clairement, elle dit qu'ontologie, en anglais, c'est intraduisable, what comes to matter and what doesn't come to matter. Et pour elle, c'est très important qu'il y a des choses qui existent exactement parce que les autres n'existent pas. Et c'est la base de toute une critique sociale aussi, une forme de mise en garde politique, scientifique, tout le niveau. Et là, j'entends que pour toi, c'est une mauvaise ontologie et qu'en fait, elle doit faire qu'elle fait de la métaphysique. Mais l'ontologie qui te propose, si j'essaie de... Je ne peux pas canaliser Karen Barad, mais je me semble que c'est trop que le côté politique est absent. En fait, c'est hyper important pour elle et pour moi aussi en la suivant que l'ontologie est politique et pas parce que pour c'est un onto-politico, voilà, sémantico. Oui, faut pas trop me lancer sur ça. Non. J'aime beaucoup le Karen Barad, tout en étant en désaccord, en effet, profond avec ce qu'elle propose. Pour le dire très simplement et pour pas perdre tout le monde, Karen Barad, c'est quelqu'un qui a d'abord été physicienne, qui a une formation et qui a proposé une théorie, en effet, une ontologie de l'intra-action, en fait, qui consiste à... Alors c'est très étonnant à lire, c'est peu traduit en français, vous pouvez trouver, je crois, deux articles en français. Et il y a le livre qui vient d'être traduit, mais c'est tout récent. Mais bon, ça va arriver, Barad va être plus largement traduite. Effectivement, pour moi, elle illustre, c'est-à-dire à la fois je m'en sens très proche, et en même temps, alors c'est très excitant quand on lit Karen Barad, parce qu'elle a une sorte de pensée un peu fulgurante, mais au sens vraiment du fulgurant. Elle prend souvent l'exemple de l'éclair, d'ailleurs. Il y a souvent des éclairs chez elle. Où elle passe presque d'un niveau de réalité à l'autre, c'est-à-dire que dans une page, on passe de l'intrication quantique à, vous voyez, la logistique du monde et la manière dont les flux sont organisés à la surface du globe. Voilà. À mon sens, et c'est pas... Barad est quelqu'un qui... Pour moi, c'est une métaphysique, en effet, très excitante, ce que fait Barad, mais pour moi, elle ontologise, en effet, exactement pour ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment, elle ne peut pas s'empêcher, et aussi par son autorité, même si elle fait attention à son autorité aussi de physicienne, mais d'aller fonder dans la mécanique quantique des niveaux, en fait, des niveaux d'organisation du réel, qui sont des niveaux d'organisation sociale, par exemple, etc., où elle va revenir en fait au niveau d'organisation fondamentale de la matière, et elle va remonter et redescendre comme ça, et moi, c'est justement ce que je voudrais éviter. C'est-à-dire, je voudrais montrer que ça, c'est une métaphysique possible, que je trouve très excitante, mais qui a un moment qui me semble potentiellement autoritaire chez elle quand même, qui est le moment où, pour des raisons politiques, en effet, où elle politise l'être, en fait.
Et effectivement, moi je tiens beaucoup au fait que pour être non autoritaire à un moment, il ne faut pas politiser l'être. Mais justement pour permettre d'avoir des métaphysiques politiques. C'est-à-dire, il faut être capable d'accueillir. Moi je cherche une ontologie qui est si faible qu'elle accueille absolument la métaphysique de mes ennemis. Et même de ceux qui veulent détruire ma métaphysique. Mais Barad, c'est une autre... Enfin, voilà, il ne faut pas trop se lancer, parce que c'est... Mais par ailleurs, je vous invite à la lire, c'est une des théoriciennes les plus stimulantes en ontologie et en physique des 20 dernières années. Mais effectivement, je n'ai pas sa position. C'est-à-dire que je cherche... Je ne veux pas du tout, si vous voulez... J'essaye d'éviter d'avoir une vision du monde qui essaierait de mettre l'être des choses de mon côté. C'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir une conception du monde, un ordre du monde égal, qui est du côté de l'émancipation, qui est du côté de l'égalité, parfois des intensités, etc. Mais sans vouloir dire que l'être des choses me donne raison. C'est-à-dire que c'est parce que l'être des choses, le monde est ainsi fait, que je veux qu'il soit ainsi. D'arriver simplement à faire ce geste de dissociation pour ne pas être autoritaire. En fait. Ce qui n'empêche pas du tout, à mon sens, ça vient d'une sorte de peur qui est de ne pas jusqu'au bout arriver à assumer le monde que l'on veut. Et pour moi, je voudrais le dissocier du monde tel qu'il est, et de ne pas mettre la nature, l'être, jusque dans les atomes de mon côté. Voilà. Ou du côté de notre, en utilisant un nous, du côté du monde que nous voulons, de notre métaphysique. Merci beaucoup, Tristan. Merci, c'était infiniment. C'était passionnant.